International, toujours plus près de vous. Bonjour, à peine nommé le 2 octobre 2015, le gouvernement Yang III a eu droit 14 jours plus tard à un conseil de ministres. Qu'ont-ils fait pendant cette année, eux que le président invitait déjà à assumer pleinement et à donner à l'action gouvernementale davantage de force et d'efficacité? C'est le menu principal de cette édition de Canal Presse qui va démarrer sans son sommaire habituel et tout de suite avec les invités qui sont déjà sur ce plateau. Alain Massoka, bonjour, merci d'être venu. Bonjour Carole Yemelon, et je voudrais quand même apporter une précision très rapide. Il y en a qui m'ont quelque peu charrié, estimant que j'ai été ou suspendu des antennes ou boudeur des antennes du tout. Je reste disponible. Merci pour l'invitation que vous me faites. Je suis là, bel et bien là, tant que je suis sollicité. Après, vous êtes là, journaliste, producteur audiovisuel. Vous êtes pour l'instant chef de la cellule de communication du ministère de l'Agriculture et du Développement Rural. Vous avez aussi animé Boulevard Campus, ce magazine spécialisé dans les questions des universités et des étudiants sur Canal 2 International. Vous ne vous êtes donc pas vraiment éloigné de l'actualité des universités qui ont repris. C'est la rentrée académique sous fond de réforme et d'innovation numérique, vous voulez dire? Oui. Ouais, c'est cela. Avec une grosse polémique il y a quelques semaines concernant l'octroi de l'État, j'ai envie de dire du chef de l'État, de 5000 ordinateurs aux étudiants camerounais. Beaucoup d'ont coulé sous les ponts, les opinions partagées, diversifiées. Mais ce que j'ai dit, et parce que j'ai eu l'occasion de m'exprimer sur cette question, il faut qu'on soit clair. Sur cette question, c'est la fonction utilitaire de cet outil de travail. Chacun de nous a été à l'université, connaît les instruments fondamentaux qui sont ceux des étudiants, connaît les exigences en matière de recherche pour garantir la production scientifique. Donc, je vais dire, et je vais quand même ajouter le corollaire, c'est-à-dire l'environnement qui est assez difficile. Quand vous remarquez un peu la question du pouvoir d'achat, vous considérez tout de même que étudier coûte cher. Étudier, c'est beaucoup d'argent. Et un ordinateur, on est entre 250 et 350 Donc, 000 ils auront francs. ces ordinateurs en cette rentrée Ils doivent les avoir. Ils doivent les avoir. C'est un engagement politique de l'État, par le chef de l'État, qui s'occupe des intérêts des Camerounais. Les étudiants sont l'avenir du pays. Ce sont des jeunes d'aujourd'hui qui sont appelés à relever l'avenir de demain. C'est un instrument que l'État leur a octroyé. Vraiment, à charge à ceux qui doivent le leur remettre de le faire de façon claire. Mais si vous me permettez, je vous prends juste une petite seconde pour dire que je suis en partance pour Limbé. Vous avez dit que je suis au ministère de l'Agriculture. Et je voulais annoncer ici aux téléspectateurs que depuis vendredi se tient à Limbé la 7e réunion annuelle des services du Conseil agricole d'Afrique de l'Ouest et du Centre. Le ministre de l'Agriculture vient présider solennellement, M. Henri Eyeba ici, cet événement demain à 15h. Bien sûr, ce sera à suivre sur Canal 2 International. Absolument, puisque nous diffuserons le compte rendu de ces assises. Benjamin Gérard Assouzor, merci d'être venu, directeur marketing et communication de Camtel. Merci. Alors, cette semaine, des utilisateurs de téléphone se sont plaints de ce qu'ils ont été appelés par des numéros de téléphone bizarres avec des indicatifs venant des Seychelles et d'autres pays du monde. Et du coup, on parle d'une cyberattaque. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Nous n'allons pas voir les attaques partout. Vous savez, le Cameroun aujourd'hui est dans une mutation technologique assez importante dans le secteur des TIC. Vous savez, migrer de la 2 à la 3, de la 3 à la 4G, cela suppose un travail technique de fond. Cela suppose aussi un ensemble d'ajustements qui doivent s'opérer au fur et à mesure. Vous avez dû comprendre par la façon par laquelle tout a été fait que tous les opérateurs n'étaient pas prêts à cette mutation-là. Et ça s'est passé beaucoup plus par effet d'annonce que par réalité de l'existence de la technologie sur le terrain. Donc aujourd'hui, chacun essaie de réajuster, de se mettre à niveau. Chacun doit pouvoir, à un moment ou à un autre, arrimer ses équipements à ce que le service soit effectivement, soit bien géographiquement localisé, soit effectivement présent, disponible dans toutes les localités.
fonctionnalités qui sont couvertes par les équipements des différents opérateurs. Donc il n'y a rien à craindre, ce n'est pas des numéros de téléphone qui vont infiltrer nos systèmes pour non, pas du tout. Prendre toutes les données. C'est juste des systèmes qui sont un peu perméables pour l'instant. Un peu perméables pour l'instant en attendant les derniers réglages. Et je crois que tous les opérateurs s'y attellent. Je crois également qu'au niveau de l'ART, on veille à ce que ces équilibres soient effectifs. Merci à vous pour ces informations. Alain Dipou, merci également d'être venu, journaliste au quotidien Le Messager à Douala, où nous sommes d'ailleurs pour cette édition de Canal Presse. Alors hier, c'était le 1er octobre et c'est une date historique pour le Cameroun. Mais que reste-t-il de cette date? Il reste de cette date que le Cameroun reste un pays réuni. Et il faut dire que, comme veut une certaine habitude, nos frères et sœurs de l'autre rive du Mungo ont voulu également faire entendre un autre son de cloche pour marquer un peu leur volonté de se voir détacher, n'est-ce pas, de la partie du Cameroun, parce qu'ils exigent que leurs problèmes soient entendus par qui de droit dans ce pays. Vous savez très bien que le 1er octobre, c'est le jour, effectivement, un jour historique pour le Cameroun, où le Cameroun occidental et le Cameroun oriental ont dit oui pour une unification. Et maintenant, dans la réalité, on observe quand même qu'il y a quelques velléités de séparatistes qui font jour. Et rien n'est fait véritablement pour écouter la voix, n'est-ce pas, de ces Camerounais qui voudraient mettre sur la table des préoccupations qui leur sont cardinales, à savoir faire du Cameroun un nouveau État fédéralisé, si je peux Un État fédéral. Un État fédéralisé. C'est-à-dire qu'on est un État fédéral et les États fédérés autour. Donc, c'est une préoccupation qui mérite vraiment que l'on y prend, qu'on y fasse un arrêt pour pouvoir véritablement susciter le débat autour de la question et écouter toutes les parties et savoir finalement quelle est l'option qu'il faudrait prendre. Mais de mon point de vue, en tant que journaliste, je pense que les enjeux de l'heure sont ailleurs. Ce n'est pas le moment pour nous de remettre sur la table un certain nombre d'acquis que nous avons capitalisés depuis 1961. Voilà, jusqu'à nos jours. Et donc, je pense que le régime en place a quand même des soucis à se faire par rapport à ces revendications qui sont monnaie courante. Et ce n'est pas la première fois, tous les ans, on assiste à des mouvements qui sont sévèrement réprimandés du côté de Bamenda et ailleurs, surtout dans la partie anglophone. Et puis, c'est devenu un marronnier carrément. Je voudrais, pour sortir, n'est-ce pas, de ce premier échange, dire bonjour aux téléspectateurs et surtout aux nombreux fans de Canal Presse. Et ça a été un honneur pour moi de répondre favorablement à votre invitation. Merci. Jean-Robert Wafo est également là, ministre de l'Information et des Médias dans le chef de cabinet du Social-Démocratique Front. Vous êtes aussi adjoint au maire de la commune de Douala 2e. Le SDF est secoué, dit-on, par des joutes électorales ces jours-ci. Est-ce que votre parti va survivre dans cette partie du pays, Non, on ne peut pas dire que le SDF est secoué. Vous n'en êtes pas à la survie? Non, pas du tout. Mais il y a aussi des velléités de séparation au sein du parti. C'est vous qui m'informez. Je vais tout simplement dire que le parti est serein, notamment dans le littoral ou en dehors, n'est-ce pas, de quelques militants qui sont révoltés par nature et puis contestataires par tempérament, qui ne savent pas que la politique, ça ne se passe pas sur les plateaux de télévision, surtout qu'on va à une élection interne, que la politique c'est le terrain. Bon, tout se passe bien pour le moment. La commission Tounoulou est en train de faire un travail remarquable. Hier, n'est-ce pas, on a bouclé avec la circonscription électorale de Banga. Actuellement, ils sont au niveau de la coordination départementale du Mungo Sud. La semaine prochaine, n'est-ce pas, ce sera le tour du Vouri. Et puis le 16 octobre, n'est-ce pas, les résultats donc seront connus. Bon, j'aimerais tout simplement dire que les choses sont là. Il ne me revient pas, n'est-ce pas, de décliner le potentiel gagnant, parce que pour gagner une élection en interne chez nous, il faut déjà contrôler les structures. Et alors, je vous parle, le gagnant est déjà connu, ça, je peux le dire, mais je ne vais pas le dévoiler.
Bon, pour le reste... Il faut laisser la commission de document faire son travail aussi. Mais tout à fait. Pour le reste, les gens gagneraient à comprendre qu'un parti politique, c'est d'abord la discipline. Il ne sert à rien, n'est-ce pas, d'aller de parader sur les plateaux de télévision, dire des choses contre son parti politique, ça n'honore pas la personne qui le fait. Et autre chose, la politique, c'est la bataille permanente, constante, et les gens ne parlent... Et ceux qui croient que la politique, c'est pas le terrain, se trompent. Et ceux qui croient qu'ils vont venir, n'est-ce pas, sur les plateaux de télévision faire la politique de l'ecclésiaste se trompent. Donc la politique, c'est le terrain. Merci à vous d'être venu. Jacques Bimaï, vous êtes également là, membre du comité central du RDPC. Vous êtes aussi expert en aménagement du territoire. Shimon Peres est donc mort cette semaine. Que reste-t-il de cet homme? D'abord, merci Carole et merci à tous les téléspectateurs de Canal 2. Pour revenir sur la mort de Shimon Peres, ce qu'on peut retenir de ce grand homme, ancien député, ministre, premier ministre et président de l'État d'Israël. Il est mort de suite d'un accident vasculo-cérébral. Son cercueil a été dormi à terre à Jérusalem le 30 septembre dernier. On peut retenir que c'était un grand artisan quand même de paix dans cette sous-région. Et un grand stratège pour la défense d'Israël. Il a su quand même doter ce pays d'une bombe atomique. C'était une stratégie pour la protection donc, de ce pays. Pour une nouvelle de la paix, on le sait très bien, avec Yasser Arafat et l'ancien Premier ministre Yitzhak Rabin. Mais vous savez, comme l'œuvre humaine n'est jamais parfaite, on retiendra quand même que c'est avec lui que les colonies de peuplement israéliennes ont été mises en œuvre dans les territoires occupés. Vous savez bien qu'après la guerre éclair de 6 jours de 67, les territoires ont été occupés. On a donc développé les colonies de peuplement là-bas, dans plusieurs régions, Jérusalem-Est, plateau du Golan, etc. Bon, donc disons, c'est tout ce qu'on peut quand même retenir, mais il faut le dire que c'est tout le monde entier, tous les grands de ce monde qui ont rendu hommage, un vibrant hommage à ces grands hommes d'État. Et aussi, pour ceux qui le connaissent très bien, c'était aussi un homme de cœur, dont le monde a perdu. On va surtout retenir qu'il est parti, mais c'était un grand artisan pour la paix. Merci à vous, messieurs, d'être venus. On va aussi entrer directement dans le vif de notre sujet sans notre revue de la presse traditionnelle. Alors, pour vous rafraîchir la mémoire, souvenez-vous que c'était le 2 octobre 2015 que le décret présidentiel est rendu public. Et lors du conseil ministériel du 15 octobre 2015, le seul de cette année, Paul Biya affirmait donc face à l'équipe gouvernementale Yan 3 que l'équipe gouvernementale devrait se considérer comme un gouvernement de mission. Il fallait entendre qu'elle n'était pas là pour expédier les affaires courantes, mais pour inventer, créer et réaliser. Je réitère, dit Paul Biya, aujourd'hui, plus que jamais, cette directive, parce que c'est ce que le peuple camerounais attend et parce que nous le lui devons. Alors, Alain Dupont, je commence par vous. Avons-nous une équipe gouvernementale ou un gouvernement de mission? Votre question me fait sourire, sur autant que la question mérite d'être posée. Vous savez, après le premier anniversaire du gouvernement Yan 3, on peut, à juste titre, élaborer une espèce de bilan, voir ce qui a fonctionné et sous-peser ce qui n'a pas marché dans cette dynamique gouvernementale. Et la mission que le chef de l'État a confiée à cette équipe, vous l'avez relevé, c'est un gouvernement de mission, mais au quotidien et dans la réalité des Camerounais, on n'a pas le sentiment que beaucoup de choses bougent véritablement dans le sens de lutter contre cette extrême pauvreté qui nous a envahis, dans le sens de combattre les injustices, dans le sens de mettre en place
une dynamique de construction et de redécollage de notre tissu économique fragilisé par un certain nombre de facteurs sur lesquels je ne voudrais pas revenir ici. Donc, de mon point de vue, gouvernement de mission, oui, on peut, comme son nom l'indique, voir qu'il y a des enjeux importants que le Cameroun doit atteindre, l'impératif d'atteindre le cap de l'émergence en 2035 par exemple. Mais je voudrais quand même, après avoir évoqué cela, dire qu'il serait un peu superflu de penser qu'on peut mettre de l'eau dans des fûts troués. Qu'est-ce que je voudrais dire par là? Je voudrais rapidement préciser ma pensée pour dire que le changement d'homme qu'il y a eu dans le gouvernement de 2 octobre n'était pas la solution, de mon point de vue, idoine pour pouvoir espérer satisfaire toutes les attentes des Camerounais. Merci. Beaucoup de Camerounais s'attendaient à ce qu'il y ait un séisme dans l'équipe gouvernementale. On a plutôt assisté à un léger tremblement de faible amplitude et les questions essentielles sont toujours encore d'actualité parce que justement, on ne sent pas véritablement une impulsion qui part du sommet pour atteindre les membres du gouvernement qui sont les premiers à implémenter les directives présidentielles. Alors, on va y revenir tout à l'heure. Le temps pour moi de vous demander à vous également, Alain Amassoka, Philémon Yan, avec son autorité qui avait été quelque peu mise en mal dans l'ancien gouvernement, la presse l'a relevé à suffisance. Quand vous observez le fonctionnement de cette équipe un an plus tard, est-ce que vous sentez que le Premier ministre a repris les rênes de son gouvernement? Certainement. Certainement. Et à mon avis, je pense que c'était, on va dire quoi, l'un des points d'orgue de ce réajustement gouvernemental, associé maintenant à des objectifs d'ordre économique. Mais vous savez, vous avez parlé de cohésion gouvernementale tout à l'heure. Dans toutes les strates de la société, il est difficile de pouvoir envisager une organisation dans les disciplines. Dans toutes les strates de la société, même dans une rédaction. Je vous fais remarquer, parce que nous sommes tous des journalistes, mon confrère rédacteur en chef, je ne suis pas sûr que les reporters sur le terrain qui sont disciplinés, il faudrait gérer ces BAT et la publication de demain dans de bonnes conditions. Du coup, à partir de ce moment-là, quand vous regardez la strate, on va dire quoi, macro-politique au niveau gouvernemental, c'est la même chose, surtout que parfois c'est des comportements qui sont guidés très souvent par, on va dire quoi, des motivations personnelles, avec des agendas personnalisés, très souvent très éloignés des réalités des Camerounais. Donc ce qui a été réglé dans ce gouvernement. Absolument, ça a été réglé. Il me semble, vous pouvez remarquer avec tout le monde, que l'autorité du Premier ministre chef du gouvernement s'est restaurée de fait. Dès l'instant, de cet instant-là, l'État a repris le dessus sur les priorités des Camerounais. Maintenant, vous ajouterez qu'il y a un autre aspect tout de même qui me semble être à relever positivement sur cette trajectoire, c'est les efforts d'organisation structurelle avec l'avancement des grands chantiers. Parce qu'à la vérité, pour régler le problème de la croissance, on ne règle pas la croissance avec des discours politiques, avec des contestations. On ne règle pas les actes. Avec des actes, avec des investissements, avec des infrastructures, avec une organisation plus rationnelle, avec une gouvernance managériale. Il me semble qu'il y a des légers efforts, on va dire quoi, qui sont implacables, qui sont déterminants, mais qui sont davantage orientés sur la durabilité. Et on entre dans le fond du sujet tout à l'heure. Jean-Rouvet Wafo, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a une lisibilité sur les missions assignées aux membres du gouvernement au soir du 2 octobre et après dans ce conseil ministériel qui a suivi le 15 octobre 2015? Vous venez de dire que le président de la République, quand il mettait sur pied ce gouvernement, avait demandé que ce gouvernement soit un gouvernement de mission. Mais malheureusement, durant un an, on a constaté qu'on avait un gouvernement de démission et d'abandon sur les questions essentielles qui préoccupent les Camerounais. Vous parlez de l'autorité du Premier ministre, non. Il ne faut pas perdre de vue le contexte. Le Premier ministre aujourd'hui au Cameroun, le Premier ministre chef du gouvernement est Premier ministre théorique. Il faut qu'on le dise clairement. Le Premier ministre exécutif, c'est à la présidence de la République. Il faut qu'on le dise, c'est le secrétaire général de la présidence de la République, le directeur du cabinet civil. Tant qu'on n'a pas compris ça, ça veut dire qu'on n'a pas compris comment la configuration, comment est configurée, n'est-ce pas, l'architecture de ce gouvernement. Moi, je dis il y a une démission totale sur les questions essentielles. Prenez le cas du chômage. Le chômage, aujourd'hui, caracole à un niveau record. Et aujourd'hui, les emplois qu'on trouve, c'est les emplois par que faire.
C'est-à-dire que c'est le bain-skin, c'est le coiffeur. Ce qu'on appelle informel. Ça, c'est informel. Et au niveau éducatif, c'est vrai qu'il y a eu au niveau de l'éducation, c'est vrai qu'il y a eu un petit frémissement. On va entrer dans mais donc, globalement, le bilan est négatif. Et l'autorité du Premier ministre, quand on me dit qu'il a repris les choses en main, il n'a pas repris les choses en main. C'est noté. Nous avons par exemple vu le décret du Premier ministre de septembre, du 8 juin 2015, fixant les modalités de transfert de certaines compétences aux communes, notamment qui demandait que dorénavant ce soit les communes qui gèrent les marchés. Nous l'avons vu faire marche arrière, c'est-à-dire manifestement à cause des pressions. Nous avons par exemple vu le décret même. Il n'y a pas que le Premier ministre, il y a même le président de la République. Il y en a qui sont en rébellion contre son autorité. Prenez par exemple le salaire des maires. Ça fait 1 an que le président de la République a signé un décret fixant les salaires des maires. Qui n'est pas un an après. Mais écoutez, merci à vous, Jean-Robert Wafou. Il y a un capitaine je reviens à vous tout à l'heure. Je reviens à vous. Alors, Benjamin Gérard Souzor, le quotidien Le Jour affirme que le Premier ministre a quand même pris des initiatives au cours de ces derniers mois pour la cohésion du groupe. Et l'une de ces initiatives, c'est le cas de cette coupure de téléphone et d'Internet dans certains ministères. Et à la fin de la semaine, il est noté que le Premier ministre a instruit le directeur de Camtel de remettre le téléphone dans les institutions. Est-ce que vous vous êtes fait recadrer par le PM? Bon, disons qu'il faut situer la collaboration entre Camtel et le gouvernement dans un sens un peu plus pudique. C'est-à-dire, il n'est pas question pour nous de prendre l'administration publique comme un adversaire. Nous formons c'est-à-dire nous sommes un ensemble d'entités de l'État. Bien évidemment, il faut bien que ces entités puissent fonctionner telles qu'elles sont instituées et que chacun puisse, pourquoi pas, l'État étant devenu un agent économique par excellence, que chacun puisse honorer ses engagements. Donc, on a procédé par étapes en réalité. Et Monsieur le Premier ministre, lorsqu'il vient dire OK, arrêtez, bon, ce qui est vrai, c'est qu'on ne dit pas exactement ce que Monsieur le Premier ministre a dit. Monsieur le Premier ministre a dit oui, reconnecter tous les équipements de la fonction publique, le temps qu'on se rassure que chacun s'est occupé effectivement de ce qu'il doit faire, c'est-à-dire de payer. Et je peux vous rassurer que sur sa très haute instruction, il y a déjà des paiements qui ont été effectués. Je voulais corroborer ce que Alain Massoka dit pour démontrer par là que il y a bien un capitaine dans ce bateau au gouvernement. Et il frappe du poing sur la table et les choses se remettent à l'ordre. Je certifie qu'après avoir demandé qu'on remette le service, il a également demandé que les premiers paiements soient effectués. Et effectivement, cette semaine, les premiers paiements ont été faits. C'est un exemple pratique pour... Justement, on est en train d'entrer dans les cas pratiques avec vous également, Jacques Bimaï, vous qui observez le fonctionnement des entreprises publiques. Est-ce qu'on peut s'attendre aussi à une position du PM, par exemple, dans les jours qui viennent, dans le dossier Kamwata? Oui, peut-être avant de répondre à cette question-là, je voulais d'abord dire à Alain et puis au ministre de la Communication de son cabinet. Vous voulez dire Alain Dupou? Oui, Alain Dupou, je veux dire. Alain Dupou, j'ai l'impression que vous aimez des scoops, vous aimez des séismes. Bon, mon cher ami Wafou, ce que je veux dire, c'est ça. Vous savez, gouverner, je comprends que c'est pas facile. Et on ne gouverne pas n'importe comment. Il faut savoir d'où on vient. Parce que je vous entends toujours, oui, rien n'est fait. Est-ce que vous savez que vous avez passé 20 ans de crise économique dans ce pays? Vous savez ce que cela signifie? Le Sénégal également. C'est-à-dire, vous avez 20 ans... Le Ghana également. Attendez, vous avez 20 ans, vous n'avez absolument rien dans votre famille. Hein. Ça, c'est très simple. Vous êtes dans une famille, dans votre famille, vous êtes père de famille, pendant 20 ans, vous n'avez rien. Vous êtes au chômage, vous n'avez pas d'argent, vous êtes presque en faillite. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Et pendant ce temps, même vous êtes en train de faire des enfants avec votre femme. Qu'est-ce que ces enfants-là vont devenir? On parle bien de l'an 1 du gouvernement, là. Je veux seulement dire ceci que... oui, il y a eu des enfants pendant... Bon, voilà. Hein, parce que c'est ça, là. Parce que quand vous voyez... donc, vous n'arrivez même pas à compter. C'est tout à fait normal. Laissez-moi continuer. S'il vous plaît, permettez qu'il termine. Monsieur Wafou, c'est donc pour dire que les difficultés sociales que nous connaissons, les programmes sociaux, c'est une conséquence de ce que nous avons vécu. L'État, le gouvernement de la République est en train de faire des efforts énormes pour essayer de trouver des solutions idoines aux problèmes des Camerounais.
Ce ne sont pas des discours. Bon, de toute façon, on va voir ça tout à l'heure. Le problème peut-être pour rester sur ces solutions, Jean-Robert Waffo, c'est que ça n'avance pas au rythme que vous aurez souhaité. Peut-être Alain Djipo ou Jean-Robert Waffo. Non, mais ça n'avance pas du tout. Non, mais écoutez, prendre le prétexte seulement de la crise économique qui nous a frappé, moi je dis c'est un argument un peu spécieux. Le Sénégal a connu cela. Nous avons des pays qui ont connu cela. Le problème au Cameroun, M. Dimaye, c'est le vol, le détournement des deniers publics. Est-ce qu'il y en a eu pendant... Écoutez, je vais vous prendre... Madame numéro... Non, écoutez, les Camerounais nous regardent et il faut dire ce qui a plongé ce pays dans la merde. Voyez-vous, je vais prendre un exemple simple en termes de détournement. Le scandale des salaires fictifs. Un ministre de la République des Finances, à mi-parcours de l'assainissement du fichier solde, après que le groupe parlementaire du ISF a mis une pression énorme, a déclaré qu'à mi-parcours, les salaires étaient passés de 32 milliards à 28 milliards de francs CFA. Que la masse salariale de l'État était passée de 32 milliards à 28 milliards de francs CFA. Ça fait 8 milliards qu'on a pu économiser. Mais où allait cet argent avant, M. Dimaye? Laissez-moi finir. Ouais. Où allait donc cet argent avant? 8 milliards par mois. Je vous en prie, M. Dimaye. Je vous en prie, M. Dimaye. 8 milliards par mois. En un an, ça fait combien? Ça fait 96 milliards de francs CFA. Ça veut dire que sur 10 ans, vous avez parlé de 20 ans de crise. Ça veut dire que sur 20 ans, ça fait 1920 milliards de francs CFA qui ont été détournés au titre des salaires fictifs seulement. Alors vous ne pouvez pas venir nous dire ici que ce n'est que c'est la conjoncture économique. C'est une parenthèse. Non, merci Jean-Robert. Massif. Merci beaucoup. Laissez-moi terminer. Vous avez parlé de l'eau. Laissez-moi terminer avec mon développement. Allez-y sur cette position. Je voulais aussi vous dire que cette crise économique nous a laissé des séquelles. Ce sont des conséquences. Je suis tout à fait d'accord. Hein. Vous savez, ce n'est pas seulement un mal camerounais. Partout où il y a une crise économique dans un pays, il y a toujours des conséquences qui sont très graves. Il y a des mauvaises habitudes qui s'installent. Il y a la corruption, il y a des détournements. Mais le gouvernement est en train de mener un combat, ça, tu le sais très bien, M. Waffo, le chef de l'État, le gouvernement de la République. Je crois qu'on est en train de se battre. Parce qu'on sait que ce n'est pas du tout normal. Merci. Mais je dis c'est une conséquence. Je reviens à ce que vous avez dit sur Kamwata et puis... Je reviens à vous tout à l'heure. Je vais permettre à Alain Djipo qui a travaillé sur la question de Kamwata dans le journal Le Messager tout le long de la semaine. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une sortie du Premier ministre pour régler ce problème qui visiblement est un laisse-moi terminer. Dans le cas de Kamwata. Je reviens à vous sur cette même question puisqu'on va pouvoir en débattre tout de suite. Je commence par Alain Djipo. Moi, je crois qu'il faut qu'on fasse attention. Lorsqu'on est dans un pays, on se considère comme la plaque tournante. Lorsqu'on se comporte comme si le centre du monde était véritablement son nombril. Venez-en à la question. Je voudrais par là dire que, en réalité, ce qui se passe à la Kamwata aujourd'hui, c'est juste des querelles de personnes. En réalité, il n'y a pas un problème structurel véritablement qui se pose. C'est des problèmes de personnes, des égos plus ou moins surdimensionnés qui se crèvent les chignons. C'est-à-dire qu'on a un PCA qui est là comme une espèce d'autorité pour veiller à la défense et l'intérêt d'une boîte comme on a nommé Kamwata. Et on a un directeur général qui prend des mesures pour faire tourner la boîte. Et lorsque des mesures sont prises pas dans l'intérêt même de la boîte, il appartient donc à l'autorité chargée du contrôle de l'orthodoxie et autres mécanismes de recadrer un tout petit peu le DG. Nous parlons du PCA qui est d'abord M. Jérôme Obi-Eta, c'est lui le PCA de la Kamwata. Et il est en bisbille avec le directeur général de la Kamwata qui est M. Ondoa Kou, ancien secrétaire général de la communauté urbaine de Yaoundé. Merci pour les faits. Maintenant, je vais permettre à Jacques Dimaye de dire un mot dessus après Alain Massoka. Ce que je voulais dire, dans une entreprise, c'est le conseil d'administration qui fixe les orientations. Donc, le DG, c'est un exécutant. Il est désigné par le conseil d'administration. Mais vous savez, c'est tout à fait normal. Il peut arriver que parfois, le PCA ne soit pas toujours en phase avec le directeur général. Parce que le directeur général, c'est un opérationnel. Il peut poser des actions, mais il peut avoir un rappel à l'ordre
du PCA, ce qui est tout à fait normal. Il ne faut pas essayer de trouver ça comme si c'était seulement au niveau de la Kamwata ou bien n'importe où. Bon, et au niveau de l'État, et ça c'est la particularité aussi des entreprises publiques, il y a la tutelle qui peut avoir son mot à dire. Et puis le chef de gouvernement aussi, qui peut d'ailleurs aussi, qui est le grand chef. Hein, c'est pour cela que vous voyez que même au niveau du gouvernement, le Premier ministre a aussi ce pouvoir de rappeler un ministre à l'ordre. Ce n'est pas du tout seulement camerounais. Hein. Donc moi je pense que ce qui se passe au niveau de la Kamwata, parfois j'ai l'impression que comme la presse aime aussi des scoops, parfois on essaie vraiment de créer des problèmes là où il n'y en a pas. Bon, c'est des choses qui arrivent et je crois que c'est un problème qui devait être réglé parce que c'est réglementé par le règlement intérieur par les textes. Alain Massoka, le fonctionnement entre le PCA et le DG, là, ce qu'on est un peu dans les entreprises publiques, peut-être Benjamin Gérard Souza nous en dira un mot, mais qui doit trancher dans le cas d'espèce? Écoutez, je crois que mon homonyme Alain a évoqué l'une des facettes de la lecture, des grilles de lecture qu'on devrait avoir sur parfois la sempiternelle question du conflit entre PCA et DG. Je crois que le vrai fond du problème, M. Bima l'a dit, ça se règle au niveau des textes, au niveau structurel. Parce qu'il y a une organisation, on va dire quoi, managériale qui est clairement établie par les institutions de l'État. On sait ce que doit faire un PCA, on sait ce que doit faire un DGA. Le problème, et j'ai essayé de l'évoquer, même si M. Wafo ne veut pas relever ça avec emphase, le problème, parfois, Alain le faisait savoir, c'est la dimension de la psychologie individuelle. Il a parlé de égo surdimensionné, c'est une... on va dire quoi, c'est une conception, on va dire, c'est une expression qui a été dite. C'est un problème de personne et non de texte. C'est cela, ça dépend d'un problème de personne. Mieux d'ailleurs, un problème de personne, parce que les gens, à la vérité, se situent dans des trajectoires qui sont inimaginables entre vous et moi. Parce que les itinéraires des individus sont parfois, on va dire quoi, aux antipodes des préoccupations de l'État. Parce que précisément, quand vous mettez des réalités telles que le népotisme, quand vous mettez des réalités telles que l'entrisme, quand vous mettez des réalités telles que le parrainage, vous vous retrouvez avec un DG qui pense pouvoir rendre compte à quelqu'un qui peut-être se réclamerait comme un mentor, comme un soutien. Ça crée des rapports très importants, conflictuels, avec par exemple son PCA. Vous vous retrouvez avec un PCA, avec des attitudes, on va dire quoi, de népotisme ouvert à ciel ouvert, en faisant, on va dire quoi, du favoritisme, en faisant, à travers par exemple des fléaux sociaux que nous connaissons, qui ne sont pas forcément du fait de l'État. Par exemple le tribalisme, le favoritisme, avec, comment on va dire ça, une prolifération des interventions. Et à partir de ce moment-là, vous créez donc dans le groupe de cette structure-là une véritable, on va dire quoi, une espèce de conglomérat dans lequel les rôles des uns et des autres ne se définissent pas par rapport aux repères qui sont essentiels, c'est-à-dire édictés par l'État, mais les repères deviennent, on va dire quoi, le recours à tel ou tel appui, le recours à telle ou telle mentalité, le recours à telle ou telle protection. Comment on règle ce type de questions quand c'est établi que les textes sont peut-être bons, mais les personnes ne posent problème? Est-ce que ce n'est pas l'institution à ce moment-là et l'institutionnel au plus haut niveau qui peut frapper du poing sur la table? Parce que c'est quand même un secteur qui est névralgique, qui touche les populations, même si, on va le dire de premier abord, ce type de conflit ne touche pas les populations directement. Non, là, Massoka a parlé d'une chose claire, c'est le parrainage, pas des lobbies et tout. La guerre des réseaux. La guerre des réseaux et tout. Ça, c'est connu. Comment ce directeur général a été nommé? Mais vous vous souvenez bien, le ministre de l'eau et de l'énergie est venu, il a dit des choses pas du tout bien pour un DG sortant. Bon voilà, bon, et regardez ceux qui sont au centre du problème, ces deux personnes. Mais qui règle le problème? Attendez, c'est deux On en est à qui règle? Parce qu'on a déjà posé le problème. Il y a le directeur général, il y a le directeur administratif et financier, il y a le directeur du patrimoine. Quand pas directeur administratif et financier, le directeur du patrimoine, c'est l'argent. C'est l'argent. Et à ce moment, qui règle? C'est l'argent. Mais attends, mais les textes sont clairs. Le PCA ne peut, le directeur général ne peut pas mettre de côté le directeur administratif et financier et le directeur du patrimoine. Il ne peut pas les suspendre leurs fonctions sans l'aval du conseil d'administration. C'est aussi simple que ça. Il aurait pu attendre la tenue le directeur général aurait pu attendre la tenue du conseil d'administration pour soumettre donc les cas éventuellement d'indiscipline ou de détournement entre guillemets. Et le conseil d'administration donc prend acte ou bien ne prend pas acte. Merci. Mais dégager deux directeurs, tout c'est pas parce que vous êtes directeur. En général, vous dégagez deux directeurs aussi importants sans l'aval du PCA. Je pense pour ma part, ça, je le dis froidement ici, le PCA était dans son rôle de rappeler. Merci beaucoup. Cela au directeur général. Alors, Benjamin Gérard Souza, Camtel, c'est une entreprise publique, peut-être pas avec le même
dispositif des textes que la Camotteur. Mais cette semaine, la Nouvelle Expression nous a cité un responsable de la communication de Camotteur qui dit « Tout va bien là-bas, le DG n'a pas été suspendu ». Est-ce que la presse n'en a pas aussi fait trop? Et est-ce que Camotteur aurait gagné à mieux communiquer pour dire exactement ce qui se passe au sein de l'entreprise pour rassurer les populations? En réalité, comme nous sommes sur un bilan d'un an, oui, je voudrais dire que l'un des mots profonds dont souffre le fonctionnement gouvernemental au Cameroun, c'est la communication. C'est-à-dire, ça fuse un peu de partout. Je suis peut-être très bien placé pour le dire ici, c'est-à-dire ce que moi je tiens comme des vérités sérieuses, vérifiables, je le retrouve souvent, assez souvent à la presse, sous la forme tronquée, chacun tirant, comme qui dirait, la couverture de son côté. Cela arrive régulièrement, et plus grave encore dans une entreprise. Lorsque le PCA et le directeur général ne s'asseyent pas régulièrement pour faire le point, c'est-à-dire que le PCA sache demander à son directeur général quelle est la conjoncture, comment les choses se déroulent-elles, est-ce que vous avez une difficulté particulière sur laquelle on peut tabler. On peut facilement déboucher à ce genre d'opération parce que je voudrais bien qu'on comprenne aussi, dans les fonctionnements, il y en a à l'intérieur des entreprises qui peuvent penser que le simple fait qu'ils aient été nommés directeurs n'émane pas du directeur général, n'émane même pas du PCA. Ça vient dans ce qu'Alain appelait tout à l'heure, je voulais dire Alain Masuka, appelait tout à l'heure les réseautages, les lobbies. Et à partir de cet instant, on retrouve à l'intérieur comme un prolongement de certaines actions que nous voyons dans le gouvernement. C'est-à-dire quelqu'un qui ne se trouve pas de compte à rendre au Premier ministre, quelqu'un qui ne se trouve pas de compte à rendre en tant que ministre délégué ou secrétaire d'État à son ministre. C'est des choses qui se retrouvent régulièrement. Mais cela est malheureusement une incidence de l'absence de rapprochement, de l'absence de collaboration qui, à elle seule, peut résoudre le problème d'incompréhension. Parce qu'on ne peut pas imaginer que dans une entreprise, dans une administration, il n'y ait pas d'incompréhension. Ça y va de soi. D'accord. Et justement, je voudrais qu'on aborde cette question de la communication, puisque justement, en s'adressant à son gouvernement, le 15 octobre, M. Biya a dit beaucoup de choses ont été faites et au cours des dernières années, on n'en parle peut-être pas assez. Donc, du coup, il se dit, Alain Djipo, qu'il va falloir communiquer sur les actions du gouvernement. Est-ce que vous sentez que le gouvernement a vraiment porté à l'attention publique ce qui a été fait? Ou bien devrait le faire, ou bien ne se sent pas obligé de rendre des comptes? Moi, je crois que, comme on a l'habitude de le dire, le poisson commence par pourrir par la tête. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas mettre en place un gouvernement dit de mission. Vous avez tenu un seul conseil ministériel. Vous passez tout votre temps de l'autre côté, les pieds dans l'eau, au bord de mer. Il y a d'autres canaux de communication, s'il vous plaît, vous me permettez de développer, Carole. La communication, vous ne pouvez pas dire ça, Carole. Carole, vous ne pouvez pas dire ça. Madame Yemelang, je crois que j'ai encore la parole. Carole, vous ne pouvez pas dire ça. Alors, je dis... Vous n'avez pas l'intimider, c'est la modératrice. Non, il n'y a pas d'intimidation ici. Nous sommes là dans un cadre d'échange. On n'intimide personne. Donc moi, je voudrais poursuivre mon analyse pour dire que M. Biya a mis sur pied un gouvernement dit de mission. On est d'accord. Et on ne voit pas très bien à quelle étape, à quel moment la mission est évaluée, à quel moment les recadrages sont faits, les arbitrages, les directives, les instructions. Parce qu'on a quelqu'un qui se pavane en Europe de temps en temps. Il n'est pas au contact avec ses ministres qui ont des soucis. À quel moment ces soucis-là sont exposés au chef de l'État? Je pense, pour ma part, que, comme ce qui se fait ailleurs, dans les démocraties plus sérieuses que la nôtre, on tient systématiquement, de façon hebdomadaire, les conseils ministériels. Je ne parle pas du conseil de cabinet qui, lui au moins, se tient chaque mois. Et moi, je ne sais même pas quelle est cette périodicité mensuelle. Bon, moi, ça me dérange même. Mais c'est déjà ça quand même qu'il faut saluer au passage. Donc, le problème, ce n'est pas simplement de dire qu'il y a des choses qui sont faites, mais ne sont pas connues de tous. Celui qui doit veiller à ce que les choses se passent selon les règles là est où? C'est le président. Merci à vous. Alors, Jacques Bimaï, sur cette question, est-ce qu'il n'y a pas... Vous n'avez pas développé d'autres types de communication? On se plaît quand même que le gouvernement de M. Biya ne communique pas. Ce que je voulais dire à Alain Djipo,
en management. Il y a plusieurs méthodes de management. Je vous prends le cas du football. Hein. Votre On management, va vous parler de Mourinho, on va vous parler de tel entraîneur. Chaque entraîneur, chaque président peut avoir son type de management. Le chef de l'État a choisi de déléguer. Il y a des délégations de pouvoir au Cameroun. Le Premier ministre qui est là. Ça, c'est ça aussi, la décentralisation. Quand on a fini de déléguer, on évalue. Laissez-moi On évalue. Permettez qu'il termine son argumentaire un peu comme On ne délègue pas et puis on va se promener. Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Donc, l'opérationnel, c'est le chef du gouvernement, le Premier ministre, qui fait ce travail. Il évalue également à son niveau. Je ne sais pas pourquoi cela vous gêne. Bon, puisque rien n'avance. Le problème, c'est que ce n'est pas que ça nous gêne. Ça n'avance pas. Dit que, écoutez, c'est pour cela qu'on a le sentiment que ce pays n'est pas gouverné. L'opposition, vous voyez, tout à l'heure là, je dois le dire aux téléspectateurs, Carole était dans tous ses états parce qu'on était attendu ici à 11h15. Vous êtes arrivé à quelle heure? C'est vous maintenant qui parlez désormais. Bon, non, non, c'est pour vous dire comment. C'est pour vous dire que c'est. Je suis désolé. Non, je suis désolé. Monsieur Bimaï, pour les téléspectateurs constatent que monsieur Bimaï n'a pratiquement rien à dire. Non, attendez. Non, Carole, je vais terminer. Non, je voulais seulement dire que c'est facile de critiquer. Rien n'est fait. Quand vous ne pouvez même pas gérer le temps. On vous a vu à l'œuvre avec ce qu'il va faire. Bon, c'est ce que je suis. C'est ça, le modèle. Pardon, permettez qu'il termine, on va avancer dans le débat. Je suis en train de dire ceci, que dit que rien n'a été fait. On parle de la communication de votre gouvernement, il s'est tout ce que, voilà. Tout ce qu'il y a, je crois que depuis un certain temps, dans la stratégie de la communication, il y a un ministre de la communication qui est en place. Je crois que le gouvernement communique. On peut dire peut-être qu'il ne communique pas assez. Comme on a dit tout à l'heure, il faut qu'on communique davantage. Et attention, la communication, ce n'est pas seulement au niveau du grand public, même en interne, au niveau horizontal, au niveau vertical. Donc, je dis qu'il y a des efforts qui doivent être faits dans ce sens-là, parce que la communication est très, très importante. Mais seulement la communication aussi des scoops comme le veulent nos journalistes au Cameroun, ce n'est pas la bonne communication. Vous n'en savez rien. Vous qui êtes à l'œuvre dans la Occupez-vous de votre management. dans un poste ministériel au quotidien, vous n'en savez rien. Vous entendez les journalistes se plaindre de ce que vous faites n'arrive pas toujours dans le public. Qu'est-ce qui coince? Bon, écoutez, vous faites bien de me poser cette question parce que je voudrais agir ici en tant que conseil en communication. Je suis effectivement professionnel de la communication. J'ai l'avantage d'avoir un double regard, hein, c'est-à-dire je viens du privé, avec une bonne expérience dans les médias, aussi je suis dans l'institutionnel. Je crois que du point de vue systémique, M. Bimaï a quelque peu posé les jalons de cette question. Il faut considérer que la question de la communication, c'est d'abord une question de management. C'est une question de stratégie en même temps. C'est une question d'option systémique. Vous voyez? Et le principe de la délégation existe bel et bien au Cameroun. C'est-à-dire que quand vous voyez des cadres tels que le Conseil des ministres, c'est un cadre d'information. Mais sachez bien que, même pour arriver à ce niveau, une communication, ça s'organise en termes de contenu, en termes de cible, en termes d'objectifs à atteindre. Donc, et je vais également peut-être rassurer mon confrère, parce que moi, je suis responsable de la communication dans un département ministériel. J'ai envie de dire qu'il y a d'autres formes, d'autres canaux de communication, y compris en termes d'évaluation. Vous avez par exemple des outils tels que des rapports. Monsieur, Madame Yemelon, lorsqu'on vous confie une mission, écoutez, le compte rendu, ce n'est pas simplement de venir sur la place publique, parce que sur la place publique, il y a des cadres plus appropriés, parce que sur la place publique, il y a des cadres politiquement mieux structurés et mieux organisés. Il se dit par exemple que le ministre de la Communication actuel semble être l'un des rares ministres de la Communication qui a intensifié les communications. Pour ne rien dire. Je suis désolé. Je suis pas dans les contenus, s'il vous plaît. Je suis en train de pouvoir... communique pour ne rien dire. L'action d'abord. Vous permettez que je parle, s'il vous plaît. Allez-y. Arrêtez de faire Allons-y. Le chalut. Ça perturbe les esprits. Construisons clairement nos analyses. Terminons. Ce que je veux dire, c'est que la communication existe. Je crois que la vraie question de la communication chez nous, et j'en parle en termes, on va dire quoi, expérimental, c'est la mobilisation des ressources. Parce que la question de la communication coûte très cher, il faut le dire. Dans mon département, j'ai les mêmes contraintes. Heureusement, avec des efforts qui sont faits et qui seront entrepris. Et croyez bien une chose, en termes de contraintes, il n'y a pas que les ressources. Il y a également la question, on va dire quoi, de la volonté parfois politique, pas au niveau de l'État. Hein. Parfois, il y a des gens qui ne connaissent pas la communication, ne savent pas communiquer, ne veulent pas communiquer. Et Jean-Robert, on va clore sur cette question de la communication. Oui, je voudrais rapidement dire que sur le principe du bilan,
sur le principe des actions, de la visibilité de l'action de l'État. Il faut recadrer et ne pas penser que c'est ce que nous avons comme génie à la maison qui participe du mode de gouvernement choisi par les gouvernants actuels. Non, pas du tout. Il y a à l'intérieur deux éléments fondamentaux. Il y a la responsabilité et il y a la redevabilité. Il faut pouvoir savoir rendre compte. Ce n'est pas, il n'appartient pas au chef de l'État de rendre compte à l'opinion. Il n'appartient pas au chef de l'État d'aller faire des points de presse. Il n'appartient pas au chef de l'État de dire voici ce que le Minader fait. C'est à lui qu'on a confié les suffrages. Oui, mais attendez. Vraiment, je suis en train de... Oui. Vraiment, je tombe des nues. Hein. Vous ne pouvez pas tomber des nues. Incroyable. Parce qu'un chef d'État est assisté par un gouvernement. On est d'accord, n'est-ce pas? Un chef d'État est assisté par un ensemble de structures technocratiques. Je vais dire carrément... quelque chose oui. pour l'aider. J'ajoute quelque chose. Que M. Ouafo nous dise combien de fois monsieur ni John Frundi parle au Camerounais sur la situation du SDF. Qu'on arrête ça. Oui, lorsqu'il est assis ici aujourd'hui... Lorsqu'il est assis S'il vous plaît. Alors, vous ne pouvez pas interdire à M. Issa Tiroma de parler de son gouvernement. Arrêtez ça. Quand vous le maîtrisez... Non, attendez. Je voudrais chuter. Il ne faut pas instrumentaliser les Camerounais sur une mauvaise opinion. Je vous en prie. Je voudrais chuter, s'il vous plaît. Et vous chutez, M. Ouafo, va réagir. Oui, je vous en prie. Je voudrais chuter, Carole, pour dire qu'en réalité, à partir de cet instant, nous avons donc un gouvernement qui fonctionne avec ses canaux. Si le chef de l'État décide de faire un conseil ministériel une fois et qu'il laisse 12 conseils de cabinet, c'est ça le principe de fonctionnement du chef de l'État. L'autre chose, nous sommes... Attendez, vous êtes libre de juger comme vous voulez. Mais je voudrais vous dire qu'il y a plein... Allez auprès des ministres, demandez-leur combien de fois le chef de l'État les appelle. Par semaine et par mois. Et vous êtes là, vous suivez comment... Attendez, vous êtes là pour ne pas savoir qui les appelle. Vous nous enfuyez sur ce plateau. Non, écoutez, vous avez le droit de penser ce que vous voulez. Mais moi, j'ai également l'obligation de vous dire qu'il faut faire attention. C'est-à-dire, on ne va pas fonctionner parce que le SDF veut... Je reviens à vous tout à l'heure. Je reviens à vous tout à l'heure. Jean-Robert Ouafo. La question de la communication, ce ne sera pas comparativement au SDF qui n'est pas au pouvoir, pour le cas de John Frundi, donc qui n'a aucune obligation concernant les questions, mais au moins qui est souvent attendu sur des points chauds de l'actualité, non? C'est le chef de l'opposition. Quand tu dis dans les bagarres au SDF, quelle est la déclaration officielle? Monsieur Amasoka, c'est encore moi qui ai la parole et je la passe à Jean-Robert Ouafo. Non, mais c'est comme ça qu'il... C'était une indication. Il est en train d'étaler son insolence. Non, monsieur, je suis d'abord journaliste. Je peux faire ce que vous faites là. Bon, répondez, je vous en prie. Je vous en prie. Oui. D'abord, je vais un peu revenir d'abord sur le problème de Kambouata. Juste en 2 secondes. Problème de? Juste en 2 secondes. De l'eau. De Kambouata. Non, vous avez le problème, ce n'est pas le problème des Camerounais, c'est qu'on distribue de l'eau. Je vous en prie. Et l'eau est devenue une denrée rare. Donc maintenant, sur la communication. Vraiment, je suis sidéré d'entendre sur un plateau aussi sérieux que le plateau de Canal Presse des gens qui sont des journalistes, ça au moins je le sais, dire que le président de la République peut communiquer par un autre canal que le Conseil des ministres, peut évaluer autrement que le Conseil des ministres. C'est scandaleux. Quelqu'un vient dire... Qui l'a dit? Quelqu'un dit encore que le président de la République n'est pas obligé de faire les points de presse. Mais bon Dieu. Qui l'a dit? Hollande le fait tout le temps, le président François Hollande le fait tout le temps, le président Barack Obama le fait tout le temps. Donc ça veut dire que le président Barack Obama... Vérité au-delà des Pyrénées, erreur en deçà. Je vous en prie. Vous savez, à l'époque, au niveau du premier ministère, il y a quelqu'un qui avait inauguré la communication gouvernementale en direct. Je n'ai rien de commun avec lui. C'était conseiller spécial du Premier ministre, Pierre Moukoko Mbonjo. Tous les vendredis, il y avait un point de presse. Il dit tous les vendredis. On est donc informé de l'action gouvernementale dans sa globalité. Alors qu'on vient de dire ici que le président de la République n'est pas obligé de convoquer un conseil de ministre, c'est incroyable. En France, les conseils de ministres se passent tous les mercredis. Mais on parle bien Je dis tous les mercredis. On parle bien d'un fait systémique, c'est-à-dire que le système fonctionne pas. Ils peuvent encore me dire... C'est ce qui semble être dit. Est-ce qu'il y a moyen de nous rappeler les méthodes de pratique, de mots de gouvernement qui est dans le... Je m'attendais quand même qu'ils disent que, bon, leur communication est diluée, ou alors est insuffisante.
du fait qu'il y a un ministre de la communication qui bourdonne régulièrement sur les plateaux de télévision. Et ça crée l'insuffisance. Écoutez. Quand nous parlons de la Chine, la communication, c'est la première arme. Oui. Vous avez compris? Et comme le ministre de la communication maintenant, vous chutez sur le thème, Exactement. Je vous permets chaque mois, nous organisons le NEC. Exact. Il y a un NEC qui est organisé. Quelle périodicité? Je vous en prie, une fois par mois, le NEC est en interne avec les comptes rendus distribués à la presse. Les comptes rendus sont distribués à la presse, les résolutions sont distribuées à la presse, le chairman prend régulièrement la parole. Alors, il ne faut pas venir, quand on ne sait pas le fonctionnement d'un parti politique, on n'a qu'à se cacher. Mais là, ça devient intéressant. Je suis désolé. Vous permettez, Carole? Je ne permets pas. Je permets que j'envoie. Je fais rapidement un parallèle. Non, je ne permets pas. Vous voyez donc c'est la même approche systémique. C'est pour ça que je parlais de synergisme, pas du tout. Je vous parle en tant que spécialiste de Monsieur Massouka, je ne vous ai pas donné la parole, s'il vous plaît. Monsieur, il faut terminer. Je mets de l'eau dans son moulin. Non, il n'en a pas besoin pour l'instant. Allez-y, terminez. Je dis bien, nous tenons le NEC régulièrement et à l'issue du NEC, il y a des résolutions qui sont prises et qui sont distribuées à la presse. Bon, si lui, il la même chose. Non, mais écoutez, et le chairman prend publiquement parole. Mais je dis une fois de plus. Le chairman n'est que chef de l'État du shadow cabinet. Terminé. Bon. C'est-à-dire que... Je vais permettre qu'on évolue sur cette question. Monsieur, je vous retire la parole. Je vous en prie. Alors, on a élagué cet aspect de la communication. Non, pas du tout. Sur ce plateau, il y a des gens qui se masquent derrière, qui sont des militants. C'est compris. On passe dessus. Alors, on va passer sur autre chose, je vous en prie, monsieur, parce qu'on est resté sur le mot de la communication. Je vais vous permettre maintenant de commenter un sujet qui a été mis dans la presse par le Premier ministre sur la question des droits d'auteur et droits voisins. Le Premier ministre a tranché, on le dit, ce début de semaine. Désormais, pour être candidat au poste de PCA ou DG d'une société de gestion des droits d'auteur, il faudrait être de nationalité camerounaise. Jacques Bimaï, ça résout quel problème? Non, je sais qu'il y a le problème de double nationalité. Oui. Mais il y a la loi au Cameroun. D'accord? D'accord. Je suis par exemple, moi, en tant qu'individu Bimaï, je suis pour la double nationalité. Mais pour le moment, c'est un débat qu'on doit mener. La loi camerounaise n'autorise pas la double nationalité. Il pourrait avoir la tolérance administrative, c'est-à-dire, c'est comme là maintenant, il y a des choses que nous faisons contre la loi, on peut tolérer. Il y a souvent la tolérance administrative. Non, oui, mais bon, voilà. Mais à tout moment, on peut frapper. Donc, si le PM, dans le cadre de la loi, prend une telle position, je trouve que c'est légal et puis c'est juste. D'accord. Je sais bien qu'il y a ce débat qui est au niveau de l'opinion, mais il faudrait que ça devienne mature et que ça soit une loi qui, par exemple, autorise la double nationalité dans notre pays. C'est compris. Alain Djipou. Oui. Je voudrais dire que je suis un peu étonné et que M. Bimaï nous dise que la loi proscrit la double nationalité et nous parle de la tolérance administrative. C'est-à-dire que voilà quelqu'un, monsieur, qui a voulu diriger ce pays à un moment donné, qui dit que c'est bien de violer la loi. Donc moi, je suis scandalisé. Secteur, ça se fait tout le temps. Je suis scandalisé parce que on ne peut pas faire de nos textes fondamentaux des mécanismes de loisirs. Je suis désolé, la loi, ce n'est pas les loisirs, comme chante souvent un artiste là. La loi, elle est là pour qu'on l'applique. Et c'est pour cela que dans ce pays, on ne respecte rien. Le chef de l'État, il viole la loi. Le Premier ministre, lui-même, il prend une décision qui dit halte à la binationalité. Lui-même est d'abord camerounais entièrement. La question se pose. Monsieur Bima qui parle sur ce plateau. Vous supputez ou vous en êtes sûr? J'ai posé la question. C'est camerounais à 100%. Ah, merci. Je croyais que vous aviez des affinités en Allemagne. Donc, de toutes les façons, moi je pense que dans ce pays, il faut qu'on arrête le théâtre. Le cirque qu'on fait là, ce n'est pas sérieux. Il ne faut pas qu'à un moment donné, que la loi fondamentale que nous-mêmes, nous avions mise sur pied, soit bafouée allègrement par des comportements qui visent simplement à promouvoir un certain nombre de pratiques. Jean-Robert Wafo, il me souvient que le député Nietzsche avait à un moment donné parlé de la nationalisation des postes de responsabilité, notamment dans les entreprises publiques. Est-ce qu'on ne peut pas profiter de cette brèche offerte par le PM pour généraliser cette question de nationalité dans les textes?
Non, mais là, c'est au niveau, n'est-ce pas, de la camerounisation des postes du directeur général des grandes entreprises stratégiques. Exact, oui. Parce que vous ne verrez pas, c'est-à-dire que dans des pays sérieux, on ne privatise pas, par exemple, l'eau, on ne privatise pas l'électricité, comme les amis de M. Biba, ils l'ont fait. On ne le fait pas du tout. Bon, mais revenons maintenant sur la double nationalité. Moi, je suis pour que... qu'on abroge cette disposition, notamment l'article 31, alinéa 3 de la loi alinéa 2 de la loi de 68, portant code de la nationalité camerounaise. D'abord, regardez même l'intitulé, portant code de la nationalité camerounaise. Pourtant, on aurait dû mettre portant code de la nationalité au Cameroun. Donc, cette loi-là mérite d'être modifiée pour refléter un peu, c'est-à-dire que les aspirations fondamentales du peuple camerounais, notamment de sa diaspora, ainsi que les réalités du vécu. Il y a 3 ou 4 raisons qui militent pour cela. Il y a le nécessaire ancrage d'abord du Cameroun dans le contexte de la mondialisation. Il y a l'intérêt même supérieur de notre pays qui passe également par le rayonnement de ses fils à l'extérieur. Il y a la normalisation de la situation, je veux dire, de l'État, des familles, de certaines familles camerounaises qui vivent ce drame, qui vivent un drame insoutenable, séparé par la question de la nationalité, qui leur imposé. Qui l'ont imposé alors que nous sommes tous copropriétaires de nos richesses culturelles. Merci. Vraiment, il faut qu'on stoppe ça. Merci. On ne peut pas donner la nationalité à des étrangers et aux Camerounais même qu'on refuse la nationalité. Et parce qu'ils en ont une autre. Et plus grave, l'application de cette loi revêt un caractère discriminatoire. Merci, c'est noté. Prenons le cas qui dirige la SNH. La SNH, M. Adolphe Moudiki, on l'a vu voter à l'ambassade, donc au consulat de France, à l'ambassade de France. Merci à vous. Madame le maire, c'est Monsieur Wafo, je vous en prie, je vous retire la parole. On l'a vu voter. Il faut qu'on évolue. Pour les droits d'auteur, parce qu'on met de côté, c'est minable. C'est noté. Alors, Massoka, pour terminer sur cette question de la double nationalité, peut-être il faudrait donc l'étendre à tout le monde pour qu'on revoie donc cette loi. Bon, moi, cela semble s'imposer. Je vais me réserver des excès, des discours excessifs qui sont à la lisière des attaques personnelles et des injures en public. Vous savez que du point de vue médiatique, il ne faut pas vous faire interpeller par le Conseil national de la communication. Il faut mettre beaucoup de discipline, c'est très important. Vous permettez que je parle? Allez-y, terminez. Le débat contradictoire n'autorise pas les insultes, messieurs. Disposition éthique, je suis désolé. S'il vous plaît. Je suis désolé. Quand vous dites sur un plateau de télévision, c'est minable. Écoutez, c'est un thème que je suis désolé. C'est minable. Ça veut dire que tous là, je suis désolé, s'il vous plaît. Un peu tenu, monsieur Moifo. On exclut l'espace public. C'est pas une insulte. La critique, c'est incroyable. Cette diaspora qui a une autre nationalité contribue à hauteur de combien dans notre économie nationale? C'est bien compris. Alors, et on les met de côté pour passer à n'importe quoi. Allez à Massoka, personne autour de Benjamin Gérard Assouzor, je vous en prie. J'avais la parole. Non, ils m'ont arraché la parole. Non, pas du tout. Attendez. La parole et je vais continuer dans la ce débat. critique, ce n'est pas la voirie. Monsieur Massoka, je continue dans ce débat avec Monsieur Assouzor. On va entrer dans les questions secteur par secteur maintenant. Je vous propose de regarder rapidement ce secteur de la sécurité avec l'arrivée le 2 octobre 2015 à la tête du ministère délégué à la présidence chargée de la défense de Joseph Betty Assomo. Alors, Monsieur Assouzor, il se dit quand même que la lutte contre l'insécurité a beaucoup évolué ces jours-ci. Si on part du curseur des attaques de Boko Haram dans la région de l'extrême nord Cameroun, ce serait des bons points pour le nouveau MINDEF? Disons que c'est des bons points pour le nouveau MINDEF, en pensant également au grand travail que son prédécesseur a abattu. Il s'agit d'une suite logique du dispositif sérieux que l'État a mis en place pour combattre cette pieuvre presque pédopode. Je voulais dire que ce que nous engrangeons comme avantage aujourd'hui dans le combat contre Boko Haram est presque spectaculaire parce que vous savez régulièrement, lorsqu'on livre une guerre asymétrique, on doit s'attendre à ce que ça frappe de partout. Regardez un peu en Occident ces derniers temps. On a mis Vigipirate, on a mis tous les dispositifs qu'on a mis, mais ça passe toujours et les failles, on les découvre au quotidien. Le ministre de la Défense actuel a l'avantage de la pondération dans l'action. Il n'est pas bruyant, on ne l'entend pas beaucoup. Et c'est parfois synonyme d'efficacité dans le travail. On se rend à l'évidence qu'il va dans des déplacements beaucoup plus discrets que médiatisés.
Et il le fait. Et aujourd'hui, nous enregistrons de moins en moins de cérémonies au quartier général, des cérémonies pour des adieux à nos soldats, et ainsi de suite. C'est une preuve de ce qu'un travail de fond efficace est en train d'être fait pour tracer rapidement en parallèle à ce niveau-là et dire qu'on n'a pas besoin de voir Paul Biya devant les écrans. Il est là où il est. Il y a des choses qui se font dans l'ombre. Et il fait ce qu'il doit faire pour que les Camerounais se sentent bien sans qu'on ait besoin de claironner. Alain Dipou, je viens à vous avec une question sur, peut-être pas forcément sur la sécurité parce qu'on va aller vite. Parlant de la décentralisation, le 15 septembre était une date butoir qui voulait dire quelque chose dans ce processus-là. Transfert des compétences aux communes, Jean-Robert Hoff en dira un mot tout à l'heure, ce n'est pas toujours effectif. Qu'est-ce qui a coincé à votre avis? On devrait voir Paul Biya devant les écrans, M. Gérard Sogo. Parce que le ministre de la Défense, c'est Paul Biya. M. Bété à ce moment. Ce n'est pas la question que je vous ai posée. Et cela dit, je vous dis, je rappelle ici autour de cette table que depuis qu'il est allé déclarer la guerre contre Boko Haram, à partir du perron de l'Élysée, il n'a jamais mis les pieds au front. Il n'a jamais rendu visite aux victimes de la guerre. Ça n'empêche pas que... Il n'a jamais reboosté le Je ne savais pas que Paul Biya était caporal. Je suis désolé. Je ne savais pas qu'il était caporal ou caporal-chef. En tant que chef des armées, il devrait avoir ce devoir-là. Donc, cela dit, je réponds à votre question pour dire que, effectivement, la décentralisation était vue d'un bon oeil par la majorité des Camerounais. Ça devrait permettre au niveau local d'implémenter un certain nombre d'actions dans le sens de rapprocher davantage l'administration des administrés et dans le sens également de trouver des solutions locales aux problèmes locaux. Donc, malheureusement, comme plusieurs chantiers au Cameroun, ça piétine. On assiste à on ferraille de 4 fers, des transferts des ressources, des transferts même des compétences. Ça fait que les collectivités décentralisées n'ont pas toujours suffisamment de matière, d'outils, de matériaux même pour pouvoir travailler décemment. Donc la décentralisation, c'est encore en chantier, c'est un chantier inachevé. Monsieur le maire, le chantier à quel niveau? D'ailleurs, je vais faire une petite virgule. La Constitution consacre le président de la République comme le chef des armées. Je dis c'est dans la Constitution. Non, il ne faut pas que les gens viennent dire des choses. Il y a une différence entre être chef des armées, le chef des armées et capitaine au front. Et parlant, effectivement, non mais écoutez, oui. Il est le chef des armées. C'est-à-dire soldat de 2e ou de 3e classe. Un seul président au monde qu'en pleine guerre, il ne se déplace pas pour aller ne serait-ce que honorer les morts. Mais est-ce que l'ennemi recule ou non? Montrez-moi un seul chef d'État. Il est question de faire d'aller au front bon, je suis d'accord que le le ministre délégué, puisqu'il n'est que ministre délégué, parce que le vrai ministre, comme M. Alain Dupont, le chef de l'État, c'est d'ailleurs consacré par la Constitution. Le ministre délégué, il bouge, on le voit bouger, et vraiment, c'est tout à son honneur. Bon, maintenant, sur la décentralisation, moi je vais dire qu'on a fait une décentralisation escargot. C'est-à-dire qu'on bouge, mais on n'avance pas du tout. Prenez par exemple le volume de la dotation générale de la décentralisation, c'est de 10 milliards de francs CFA. Ça représente 0,03% du budget national. Vous croyez qu'on peut avancer avec ça alors que la Constitution de notre République consacre l'État décentralisé. Qu'est-ce qui coince? Ce qui coince, il y a deux choses. Premièrement, l'État central, à travers ses fonctionnaires véreux. Je vais prendre un exemple simple. Le Premier ministre, en 2011, a signé un décret fixant les modalités de centralisation et de répartition des impôts communaux soumis à péréquation. Au niveau des centimes additionnels communaux, Madame Limenon, et je le dis ici, j'espère que le ministre des Finances nous suit. Au niveau des centimes additionnels communaux, les centimes additionnels sont répartis entre l'État qui a 10%, le FECOM qui a 20%, et les 70 autres pourcents sont reversés au FECOM, une partie au FECOM au titre de la péréquation nationale, et une autre partie à la communauté urbaine pour les villes qui disposent des communes qui sont rattachées à la communauté urbaine. D'accord. Mais est-ce qu'il est impensable, et ça je dis, c'est un détournement public, et j'espère que le contrôle supérieur de l'État va effectivement, et même les services du ministre des Finances à la mi-mai vont effectuer ce contrôle. Parce qu'il n'est pas normal, parce que l'article 6 de ce décret, 6 alinéa 5 dit quoi? Sur la quote-part versée à la communauté urbaine,
40% des CAC doivent être reversés aux communes d'attachement, donc aux communes d'arrondissement de rattachement non éligibles à la retenue de base. Nous avons une communauté urbaine à Douala qui a 35 milliards de francs CFA de centimes additionnels communaux. Si on s'en tient à ce texte, 40% des 35 milliards doivent être reversés aux communes, aux 6 communes. C'est noté. Mais donc c'est un problème financier qui bloque la décentralisation. On va pas monopoliser le débat là-dessus, ce n'est qu'un aspect, je vous en prie. Parce que vous entrez dans les textes et ça perd un peu tout le monde. Écoutez, la mairie, une mairie comme Douala 2e, en termes de centimes additionnels communaux, c'est la base des calculs effectués, devrait avoir au minimum 2 milliards 400 millions. Noté, mais vous savez combien la ville de Douala 2e a? Je vous en prie, monsieur à peine 300 millions de francs CFA de centimes additionnels communaux. Jean-Robert Wafo, je vous arrête tout de suite. Ça, c'est la première chose. C'est le maire qui parle. Oui, allons-y. Parce que soit on évolue dans le débat, soit on convoque la communauté urbaine pour... Le deuxième facteur qui retarde également, donc qui bloque, qui freine un petit peu donc, la décentralisation, c'est aussi, comment je peux dire, l'incapacité managériale de certains magistrats municipaux. Il faut qu'on le dise ici clairement. Quand je parle des centimes additionnels communaux, les receveurs et du personnel aussi, il y a une partie du personnel qui ne travaille pas, par exemple. Les receveurs municipaux devraient se lever. Plutôt que de mettre la pression sur nos pauvres mamans qui sont dans les marchés en termes de droit de place, il faut que les receveurs des villes, donc des villes qui disposent de communautés urbaines, aillent chercher les CAC là-bas. Parce que pour Douala, c'est compris. Merci beaucoup, seulement, merci. 40% des 35%. Dans les secteurs d'activité. 14 milliards doivent être reversés à tous les la décentralisation, s'il te plaît. Au prorata du nombre d'habitants. Mais toutes les communes n'ont même pas 3 milliards de CAC. C'est scandaleux. Merci. Puisque vous le dites, nous n'allons pas vous prendre au mot parce que la CUD n'est pas ici pour vous contredire. C'est pour ça que ils ont 35 milliards de centimes additionnels communaux. Et les 6 communes n'ont même pas 3 milliards. Monsieur Wafo, s'il vous plaît. Bon, voilà. Je suis assez modeste, mais je suis expert en décentralisation. Je fais ma thèse en allemand sur la décentralisation au Cameroun, aménagement du territoire. Je vais vous dire une chose. La décentralisation est très complexe. Vous savez, la volonté politique, dans un projet est complexe. Il y a des projets où, à certains moments, on doit s'arrêter pour réajuster les choses. Et je crois que c'est le cas du Cameroun, parce que la décentralisation au Cameroun demande beaucoup de réformes. Beaucoup de réformes, même au niveau de l'administration. Parce qu'aujourd'hui, pour décentraliser sur les 360 communes environ que nous avons dans notre pays, ça veut dire que nous avons besoin des experts partout. Et vous savez bien que, d'ailleurs, il n'y en a pas beaucoup aujourd'hui. D'accord? Il y a beaucoup de choses et on ne faut pas seulement envoyer de l'argent comme ça. Je crois que l'État s'est confronté à certaines difficultés. On parle aussi de l'indice de développement local. Je pense que le dernier Conseil national de la décentralisation qui a eu lieu en décembre, le Premier ministre qui est le président a donné des instructions fermes. On va avancer. C'est pour ça que je dis que, attention, la décentralisation est tellement complexe que si nous allons même trop vite, on risque de se casser complètement la gueule. Non. Parce que même sur le plan local, tu vas retrouver par exemple des communes où tu ne trouveras pas de gestionnaires, des gens qui ne savent pas ce que c'est qu'un bilan, ce que c'est qu'un machin, par exemple. La compétence, justement. Non, oui, mais c'est pour cela que, monsieur le maire, il faut préparer tout ça. L'État qui voit tout ça, à un certain moment, allons-y doucement. Vous savez, moi je dis, s'il te plaît, Carole, je veux encore dire une chose là. Tout à l'heure, là, on m'a dit que le SDF communiquait. Mais ce n'est pas ça qui améliore le fonctionnement de SDF. En interne, vous voulez dire? Oui. Voilà un parti, je ne sais pas s'il... Il communique pour ne rien dire. Bon, ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai dit seulement que c'est très complexe. Les chiffres sont là. Gouverner n'est pas facile. Exactement. Gouverner n'est pas facile. Merci, c'est noté. On avance, il faut être patient. Je crois que la dynamique est là. Et ça a été une volonté politique. Merci, monsieur. Avançons également sur ce plateau, je vous le propose, en allant dans le secteur de l'agriculture qui devrait sous-tendre la croissance dans notre pays. Alors, Alain Amassoka, je partage avec vous une réaction lue dans le quotidien Mutation cette semaine. Nous n'avons pas vu ce ministre, parlant du ministre de l'Agriculture, prendre en main un ou deux dossiers pour les faire avancer comme son prédécesseur. Et donc... visiblement, le ministre de l'Agriculture n'est pas dans son élément. Est-ce que c'est ce que vous diriez? Les un ou deux dossiers, c'est lesquels? C'est ce que l'interlocuteur, le quotidien Mutation a interrogé, dit qu'on n'a pas vu votre ministre vraiment, on va le dire comme ça, mouiller le maillot sur un certain nombre de choses, à moins que vous nous apportiez les éléments du contraire sur ce plateau. En souhaitant que je ne sois pas interrompu par des personnes suivant mon regard. Écoutez, ça fait 12 ans
que M. Henri Eyeba, ici, est ministre de l'Agriculture, qu'est-ce que je dis, 12 mois, qu'il est ministre de l'Agriculture. Exactement. Je vous présente, vraiment, on aura pratiquement 4 à 5 émissions pour pouvoir dérouler tout ce qui est fait dans ce ministère avant. Dites-nous ça en et 2 avec minutes. lui. Oui, je vais faire l'effort, ça va être très compliqué. Mais retenez simplement ce que moi j'appelle 2 registres sur le bilan à mi-parcours. Je vous invite, par exemple, sur le dispositif structurel d'accompagnement mis en place par l'État. Il y a des volets qui ont été mis en exergue. Par exemple, l'encadrement de la ressource humaine. Madame Carole Yemelon, savez-vous, par exemple, qu'en ce moment, en moins de 9 mois, ce qui n'a pas été fait pendant près de 15 à 20 ans, il y a eu un déploiement massif des personnels dans tous les secteurs qui favorisent les bassins de production. Vous avez des secteurs, par exemple, où, au niveau de l'arrondissement, il n'y avait plus d'éléments d'encadrement, il n'y avait plus d'éléments de liaison. Pardon, avec les nouveaux textes, attendez, le déploiement de la ressource humaine. Peut-être les Camerounais attendent de voir les oignons. Je viens. Oui, je viens. Les produits agricoles qui sont sortis de terre, c'est peut-être ça qu'on On ne peut rien faire si on n'a pas de la ressource humaine, première chose. Deuxième chose, sur le plan technique, il y a une politique d'accompagnement des producteurs sur les objectifs de production quantitative et qualitative sur ce secteur. Quand j'entends dire cela, je suis ébahi. Moi, je travaille de jour et de nuit pour donner de la visibilité aux activités du ministère de l'Agriculture. Un petit exemple, Madame Yemelon. Il n'y a pas un mois, à Obala, 6 000 producteurs ont reçu non seulement la certification en matière de formation, mais en plus ont reçu près d'1 milliard de francs en guise d'accompagnement, en guise d'appui par une société privée accompagnée par l'État du Cameroun. C'est un événement qui était placé sur le haut patronat du Premier ministre sur du gouvernement. Ce n'est qu'une petite action. Chaque jour, nous sommes sur le terrain. L'une des principales innovations de l'action de ce ministre, c'est la dimension de la proximité, le contact direct avec les producteurs, l'accompagnement, l'octroi du matériel agricole, les intrants, les semences, même les engins. C'est compris. Vous permettez que je puisse au moins dérouler ça pendant quelques temps? Vous avez déjà déroulé quand même. Non, je suis à peine à 1 minute. Il y a des gens qui parlent sur ce plateau pendant 5 minutes pour faire de la voirie dans le discours. Alain Djibo, est-ce que vous avez vous-même vu les actions du ministre de l'Agriculture comme telles? Parce qu'on rappelle quand même que notre croissance est adossée sur cette agriculture de seconde génération. Moi, je suis au contact du port autonome de Douala de temps en temps. Moi, je suis scandalisé par les produits manufacturés qui débarquent. Les APE sont là. On ne fait qu'importer du riz, mais M. Amasoka me sort des chiffres, un bilan qui est tellement élogieux, et je me pose des questions. Si nous sommes tous, nous vivons sur la même planète, avec ce qu'il dit là, moi je suis étonné. Pourquoi le Cameroun n'est plus autosuffisant sur le plan de l'alimentation? C'est une question. C'est une question. Non, il ne va pas le prendre à ma place parce qu'il ne connaît pas ce que c'est l'agriculture. Non, je vais dire une chose. Vous allez permettre que je finisse. Oui, terminez, monsieur. Parce qu'à un moment donné, le Cameroun était jusque-là un pays autosuffisant sur le plan alimentaire. Donc, on nous a bassiné les oreilles durant des années avec ce discours-là. Aujourd'hui, j'ai le sentiment que nous importons tout, nous consommons même ce que nous ne produisons pas. Et puis sur ce plateau, mon voisin qui est dans son rôle vient nous dire que le milliardaire fait beaucoup de choses. Je suis d'accord, mais du point de vue de la production, on ne voit pas véritablement l'implémentation. Vous allez permettre que je réagisse quand même. Non, je vais dire. Monsieur Alain, non, je voulais seulement dire que pour le riz, l'État du Cameroun, ça je le sais, vient de financer des unités industrielles pour la société Semri à Yagua. De façon que, je crois, d'ici l'année prochaine, le Cameroun va commencer à produire du riz. Moi, je dis... On en produit. Le problème, c'est que la quantité n'est pas suffisante. Alain, c'était un bémol. Alain, laisse-moi aussi parler. Allons-y. Allez-y. S'il te plaît, laisse-moi parler. Je voulais donc dire que il faut être patient. J'ai dit, nous avons traversé une période noire. Le pays commence à avoir des moyens aujourd'hui pour sa politique. Malheureusement, la guerre contre Boko Haram vient encore retarder ce que nous voulons, ce que le gouvernement veut faire. Je crois que nous en sommes conscients. Le pays est en train d'avancer. L'État est en train de prendre des mesures pour que les conditions de vie des citoyens camerounais s'améliorent davantage. C'est noté. Ok, merci beaucoup. Alain Massouka, répondez sur cette question. Deux fois. Vous allez terminer, parce que forcément... Oui, parce qu'il s'agit d'agriculture, monsieur Mafos. Il faut que je parle. En posant une question simple à mon homonyme, qu'est-ce qu'il a mangé hier? Je suis sûr qu'il va trouver là les aliments de la production agricole du Cameroun. Plus sérieusement, ce que j'ai envie de dire, effectivement, c'est qu'en termes des grandes spéculations au Cameroun, il y a des efforts notables qui sont faits, non seulement pour assurer une production quantitative, mais également une production de qualité. Mais vous savez, les objectifs dépendent également, on va dire quoi, d'une organisation structurelle
parfois qui peut faire défaut. Dans le cas d'espèce, il y a, en termes de gouvernance managériale, ces efforts qui sont mis en place pour permettre de pouvoir atteindre, n'est-ce pas, cet objectif. Prenez un cas très simple, la spéculation du cacao. Nous avions encore un problème, non seulement en termes de production, mais en termes de qualité. Aujourd'hui, des efforts sont clairement établis pour que, au stade actuel où nous sommes à pratiquement 270 000 tonnes, que nous puissions atteindre 300 000 tonnes d'ici l'année prochaine. L'horizon 2020, nous fixons le cap de 600 000 tonnes pour que nous puissions être compétitifs. Je vais vous dire une chose, il y a de nombreuses personnes, de plus en plus aujourd'hui, qui sont en train de s'orienter vers une spéculation comme celle-là. Monsieur Ndifoué de l'Ouest, mais attendez, que je lui rappelle qu'il y a des parcelles importantes dans l'Ouest Cameroun qui permettent de produire la pomme de terre. La pomme de terre, ce n'est pas un produit d'Europe, ce n'est pas un produit d'Asie, c'est un produit du Cameroun. Les marchés camerounais locaux sont inondés des produits camerounais. Posons les vrais problèmes, les problèmes de contraintes, les problèmes structurels, par exemple sur le désenclavement des pistes qui permettront qu'il y ait écoulement des produits. Parce que, est-ce que vous savez quelque chose? Il y a de la production dans les champs, mais pour que cette production arrive dans les ménages, il y a un dispositif qu'il faut mettre en place, qui n'est pas de la seule responsabilité du ministère de l'Agriculture, mais en retenant tout de même qu'il y a des efforts dans ce sens pour permettre précisément qu'il y ait une fluidité au niveau des moyens de communication, de sorte que les produits qui sont produits soient non seulement produits, commercialisés, transformés, de sorte que l'alimentation, la sécurité alimentaire et la faim soient combattues avec détermination. Vous permettez vraiment, Carole, que je puisse parler? Je vous en prie. On ne peut pas donner des contre-vérités sur un plateau alors qu'il y a une information. Je suis désolé. Non, du tout. Je suis en train de parler. Je ne suis pas dans la voirie, je ne dis pas de mots qui sont... Vous ne prenez pas la parole, je la donne à quelqu'un d'autre. Allez-y. Bon, moi je dis, il faudrait éviter de faire dans la phraséologie. En 2008, au lendemain des émeutes de février 2008, on a vu ce que le Sénégal a fait. Un an après, le Sénégal exportait du riz. Le Sénégal exportait des arachides. Le Cameroun n'exporte pas. Ça, deuxième chose, n'exporte pas ce que nous mangeons. Qui vous l'a dit? Prenez la sous-région simplement de l'Afrique centrale. N'êtes pas des événements sur le plateau. C'est des contre-vérités. Prenez simplement le secteur de la sous-région d'Afrique centrale, M. Wafo. C'est le Cameroun qui alimente au moins ce pays. Ne dites pas des contre-vérités au Cameroun. Je suis désolé. Vous voyez, je dis les choses, M. Wafo. Non, je dois dire des vérités. S'il faut le faire de manière, je le ferai. Il ne peut pas dire des contre-vérités sur un plateau. Du coup, on ne s'entend plus parce que vous criez et ça ne sert à personne. Lui aussi le fait quand je parle. L'un après l'autre. Je commence par Jean-Robert Wafo. Et vous allez relever ces contre-vérités. Très bien, je vous en prie. Allez-y. Regardez le volume de l'importation du riz. Ça dit tout. Et je vais dire une chose. On attend quoi en premier au niveau du ministère de l'Agriculture? Il faudrait qu'on mette sur pied une législation foncière qui recense les terres, qui immatricule les terres et qui les protège contre les prédateurs fonciers. C'est d'abord, on doit commencer par là. Parce qu'aujourd'hui, on est en train de brader nos terres partout. Et le ministère le ministère des Domaines, puisqu'il a chuté en disant ceci, il n'y a pas que le ministère de l'Agriculture qui doit... Merci d'avoir redressé la barre. Non, ça c'est clair. Il faut le ministère des Travaux publics, par exemple, pour faire des routes, pour désenclaver donc les bassins de production. Il faut le ministère des Domaines, c'est ce que je viens donc de dire, pour une législation foncière. Il faut. Et puis, je vais dire une chose. Vous voulez que les gens cultivent quand il n'y a même pas d'eau. Quand il n'y a même pas d'eau. Mais c'est l'eau de pluie au moins. Non, mais écoutez, il n'y a même pas d'eau. Il n'y a pas d'eau. Il faut irriguer, il n'y a pas d'eau. Merci. Nous avons par exemple le plateau d'une banque. Nous avons 100 choux. Pourquoi on nettoie pas tout ça? On a bradé des milliers d'hectares de terre à des spéculateurs fonciers étrangers. On va rester sur cette question de l'agriculture. Le temps pour moi de permettre à Benjamin Gérard Souzor de dire un mot et puis revenir à vous, Alain Masouka. Merci beaucoup, Carole. Je voudrais recadrer un certain nombre de choses. Je n'aurai pas suffisamment de temps. J'en prends deux. La première chose, M. Wafo, c'est que pour comprendre si l'agriculture fonctionne au Cameroun, si le ministère de l'Agriculture travaille, si les ministères qui rentrent dans la logique de son action travaillent, il n'y a qu'à voir qu'au Cameroun, on ne meurt pas de faim. C'est le premier élément. Ah bon, on ne met pas de faim au Cameroun? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Je ne suis pas plus aisé que ministre de la Communication de Charo Kali. Non, je voudrais dire... de la République. Le taux de pauvreté au Cameroun, c'est de 40%. Ça veut dire 8 millions de Camerounais vivent avec moins de 1000 francs. Je parle de manger. Et je vous assure que ces 8 millions de Camerounais qui vivent avec moins de 1000 francs par jour parviennent à se nourrir avec les 1000 francs. Ah bon? Question, oui, parce qu'ils ne sont pas morts. Qui vous dit qu'ils ne sont pas morts. Bon, je voudrais, par rapport à ça dire que si cela était... Permettez qu'on évolue quand même. Si cela était le premier critère
pour que, de manière, j'allais dire, empirique, que chacun puisse observer qu'au Cameroun, nous travaillons dans l'esprit de faire avancer le secteur agropastoral, que nous connaissons suffisamment être le premier fondement possible de l'émergence que nous voulons avoir. Je dis une dernière chose, c'est qu'au niveau de l'exportation de notre production, peut-être les mécanismes ne sont pas suffisamment huilés pour que nous regardions en termes macroéconomiques ce que cela donne. Mais le Cameroun nourrit le Gabon, le Cameroun nourrit la Guinée équatoriale, le Cameroun nourrit le Congo, le Cameroun nourrit le Tchad et la République centrafricaine. À partir de cet instant, je suis d'accord avec vous que nous devons faire mieux. Je suis d'accord avec vous que nous devons aller plus loin. Mais de là à venir se mettre ici, parce que nous sommes ministres de la communication du Shadow Cabinet, et dire ce que vous venez de dire n'est pas responsable. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Et nous consommons ce que nous ne produisons pas. C'est le président de la République qui l'a dit. Nous consommons ce que nous produisons. Non, je dis le président de la République. Moi, j'ai une plantation de 10 hectares de plantain. Ça se vend au Cameroun et j'ai de l'argent par rapport à ça. Non, monsieur. Non, vous ne pouvez pas dire ce que vous avez. On ne vous le permettra pas. On ne le permettra pas. Soyez intellectuellement honnête par reconnaître que nous pensons. Monsieur Assouzo, calmez-vous, calmez-vous. C'est pas contagieux finalement sur ce plateau. Assouzo contredit le président de la République. Il contredit le président de la République. Nous consommons ce que nous produisons pas et nous produisons ce que nous ne consommons pas. C'est bien d'accord. Lors d'un discours. Monsieur Wafo, permettez. Merci. Merci beaucoup. J'ai du respect pour la parole. Je vais me taire, sinon messieurs, calmez-vous, calmez-vous. Mais j'aurai le temps de vous répondre. En une minute, s'il vous plaît, pour qu'on sorte de ce secteur de l'agriculture. Ce sera très insuffisant une minute. Vous savez, c'est difficile de se retenir sur ce plateau lorsqu'on écoute des choses qui ne sont pas exactes. Top chrono. Non, écoutez, je le répète, je le réaffirme, l'État accompagne les producteurs agricoles. Il s'agit là de pouvoir atteindre l'objectif général de production, de quantité et de qualité. Cela est fait. Mais il y a un accent sur lequel il faut aussi mettre beaucoup de regard. C'est celui de l'implication des jeunes. Il y a un mois, le ministère de l'Agriculture est allé dans le prolongement du message présidentiel le 10 février dernier pour permettre que les jeunes puissent avoir accès à l'information et surtout puissent être encadrés dans ce secteur. Parce que je veux vous dire, l'agriculture constitue l'économie réelle et c'est le véritable, on va dire quoi, espoir de notre économie à moyen et à long terme. Il s'agit de pouvoir encourager les uns et les autres à pouvoir s'impliquer dans ce secteur d'activité. Des opportunités existent, il faut aller les chercher, on va leur octroyer. Il y a 48 projets au ministère de l'Agriculture. Il y a des partenaires. Nous continuons de le faire parce que je suis chef de la communication. Il y a des ressources que j'ai sollicitées. Nous sommes certains que nous les aurons. Je peux vous garantir que ce n'est pas une exclusivité, mais je vous la donne quand même. Dans les prochaines années, les prochains mois, sans doute, il va y avoir des tribunes ouvertes spécialisées sur le monde agricole pour permettre une information massive en destination des Camerounais. J'espère que ces programmes-là ne seront pas détournés. Vous permettez que je parle. C'est pour ça qu'il est difficile d'être comme par le passé. Ne vous laissez pas aussi déstabiliser par genre. Écoutez, on est au Cameroun, il le fait, je le fais aussi. C'est aussi simple que ça. Oui, on peut le faire. Merci beaucoup, merci. On peut le suivre également dans la voirie. Pour être plus sérieux, je vous suggère d'aller dans le secteur de l'éducation. On a vu Jean-Ernest Ngale Bibéré, le ministre des enseignements secondaires, prendre un certain nombre de mesures. Mutation a d'ailleurs parlé d'un homme dans un nid de faucons, puisqu'on se rend bien compte, Alain Djipo, qu'il y a eu quand même un démantèlement de réseaux d'affectation frauduleuse. Il y a eu des nominations à la tête des établissements secondaires. Mais il y a un goût d'inachevé. Qu'est-ce qui a manqué aux réformes du ministre? Oui, effectivement, au-delà des effets d'annonce, on a observé durant la prise de commandement de, si vous me permettez l'expression, de M. Bibéré Ngale, qu'il a implémenté en peu de temps un certain nombre de mesures qui sont probablement à saluer. Vous parliez, n'est-ce pas, du ménage qu'il a fait dans son ministère, à savoir mettre à la retraite ceux qui ont été frappés déjà par la limite d'âge, revoir certaines directions centrales, techniques, où il y avait déjà des habitudes nauséeuses qui s'y étaient installées, avec des pratiques mafieuses bien connues, les nominations qui étaient plus ou moins objet de marchandage, ça et là. Pour être proviseur, il fallait débourser un certain montant. Censeur, ça correspond à un chiffre bien précis. Surveillant général, pareil. Donc, le réseau était bien huilé pour permettre
à ceux qui tiraient les prébendes, n'est-ce pas, dans ce ministère, de pouvoir s'enrichir sur le dos du pauvre Camerounais. Donc, M. Ngalais est venu donner un petit coup de pied dans la fourmilière et c'est à mettre à son actif. Mais je voudrais quand même aussi dire, pour le déplorer, que le tout n'est pas de montrer un certain enthousiasme à implémenter des mesures. Il faut le faire avec tact, avec beaucoup de philosophie et surtout s'assurer qu'on est en face avec la haute hiérarchie. C'est pour cela que vous avez vu à un moment donné, en pleine entrée, on a été à se poser la question de savoir où est-ce que sont passées les nominations proposées, les proviseurs. On a attendu presque le démarrage une semaine après la rentrée scolaire pour voir que finalement la primature a donné son OK pour que les proviseurs soient déployés sur le terrain. Et dans ce registre, comme c'était allé à... Le Cameroun, c'est un pays, un champion de l'improvisation, c'est aller à l'improviste. On a vu que dans certains établissements, il n'y avait pas de proviseur. Dans d'autres, il y en avait deux. C'est le cas à Saint-Mélima, où on a nommé deux proviseurs qui se bagarrent pour occuper un seul fauteuil. À Kribi, il n'y en a pas du tout. On a nommé un même monsieur à deux postes. Et donc, ça, c'est l'état d'une administration qu'il faut revoir, qu'il faut nettoyer de compte en compte. Benjamin Gérard Assouzo, dans le secteur de l'éducation, on a quand même l'impression qu'il y a eu de l'action. Il y a beaucoup d'actions. Je crois qu'il faut que j'admets quand même que sur ce plateau, chacun voit les choses du côté où il se trouve. Parce qu'en réalité, nous sommes ici là pour examiner les faits. Et si nous examinons les faits, je voudrais que de temps en temps, ils nous disent, peut-être ça fait une fois sur 10, que Alain Dipou vient d'accepter quand même qu'il y a quelque chose qui est fait. Au niveau de l'éducation au Cameroun, tous les secteurs, tout est visible, c'est qu'il y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Vous prenez les 26 coups de la tête. Tout est visible. Et je dis, au niveau de l'éducation aujourd'hui, la première chose qui est à mettre à l'actif du gouvernement de la République, c'est que les résultats sont en nette progression. La première chose qu'on recherche en éducation, c'est le résultat. Est-ce que nos enfants ont des meilleurs résultats ? Oui, nos enfants ont de meilleurs résultats. Les examens scolaires sont en Quel pourcentage? S'il vous plaît. Vous êtes le ministre de l'Information. Vous êtes le ministre de l'Information. Quel pourcentage? Ok. Donc, on a 40% de taux de réussite. À partir de ça, il n'y a pas de 40%. Le bac cette année, c'est 55%. Et le probatoire? On est d'accord? Et le probatoire, c'est 30%. Est-ce que le bac cette année, ce n'est pas 55%? Même 55%, permettez, je vous en même 55%, c'est probatoire. Alors, messieurs, si vous le probatoire, c'est 38%. Oui, le probatoire, c'est quel diplôme? Vous savez qu'il est déjà le processus d'annulation. N'entrez pas dans ce débat. Heureusement, merci. Ne vous laissez pas entraîner dans ce débat. Je disais donc par rapport à l'éducation, nous avons également assisté cette année à l'entrée, j'allais dire par la grande porte, du processus d'instruction le plus actuel, le plus in, pour parler comme les autres. C'est-à-dire l'informatisation, l'arrivée du numérique, des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation de masse. Un secteur qui a aussi beaucoup bougé, le secteur. C'est hautement important, c'est sérieux, c'est des efforts du gouvernement. Vous voyez à quel niveau il y a des télécentres communautaires polyvalents qui sont déployés sur le terrain pour pouvoir assurer cette transmission numérique de l'information. Merci. À partir de cet instant, vous comprenez que la machine globale du gouvernement de la République est en marche pour s'assurer que l'éducation est effectivement... Jean-Robert Wafo, sur cette question. Oui, j'ai comme impression que les gens sont englués dans le monde merveilleux de Walt Disney ici. C'est quand même incroyable. Rassurez-vous, on est toujours sur un plateau de Canal 2. Quand on a un taux de réussite à un examen de 55% au mieux, comme c'est le cas du baccalauréat, vraiment, on s'interroge, on se pose des questions. Ça veut dire que 45% de personnes ont échoué. Dans un pays normal, on devrait se regarder dans un miroir. Ailleurs, quand le taux est même de 70%... On parle là de l'an 1, non, mais écoutez, ailleurs, quand le taux est même de 70%, on s'interroge déjà. Parce qu'il y a 30% de personnes qui... Qu'est-ce qu'il aurait pu faire, ce nouveau ministre, pour que ça s'améliore, Jean-Robert Wafo? Maintenant, moi, je vais dire une chose. Le ministre Ngalais Bibert, on observe un léger frémissement du côté donc, de ce ministère. Merci. On comprend bien. Enfin. Je dis un léger. C'est-à-dire que, mais bon, la spectacularisation de ces mesures ne va pas cacher quand même
des choses évidentes, quelques insuffisances. Parce que moi, j'attends le ministre Gallet Bibier sur quoi? Lorsqu'on communique, vous parlez de spectacularisation. Je ne communique pas, c'est l'inertie. Gérard Souzor. Finalement. Je vous en prie. Il faut bien qu'on trouve le juste milieu. Je vous en prie. J'attends quoi du ministre Bibier? En une phrase. J'attends une chose, oui. Qu'il mette en application les recommandations des États généraux de l'éducation de 95, qui ont d'ailleurs fait l'objet de la loi d'orientation de l'éducation en 98, et qui prescrivait entre autres quoi? La suppression du probatoire. La suppression du probatoire. Première chose, l'harmonisation des deux sous-systèmes éducatifs, c'est-à-dire francophones et anglophones, la promotion des sciences et de la technologie. Aujourd'hui, vous voyez, c'est-à-dire, regardez le nombre de lycées et de CES créés. Très peu sont d'enseignement technique. Il y a également la promotion de la culture et des langues locales. La science, et j'attends aussi, j'attends aussi. La science, je vous en prie, de l'enseignement je vous en prie. Ça, je dis, ça fait la science et mathématiques. Ça fait l'objet de recommandations des États généraux. Et également, il faut un statut des enseignants. Merci. Parce que les enseignants ne sont pas contents. Merci. Alain Massoka, il y a quand même eu une évolution au niveau de la création des établissements, avec une singularité. Il y a eu des établissements de tourisme, des établissements d'agriculture qui sont nés cette rentrée scolaire. Et ça, il faut le mettre à l'actif du ministre. Oui, absolument. Pour dire simplement, pour ceux qui ne savent pas, Comme de la toujours. carte des métiers de formation, on n'a pas le monopole là-dessus, M. Mafo, mais je peux vous suivre là-dessus. La carte Surtout des pas. métiers de formation, ou alors des formations aux métiers agro-pastoraux existe. Il y a près de 400 établissements au Cameroun qui existent à tous les niveaux, s'il vous plaît. Et c'est l'une des innovations, l'une des particularités du ministère de l'Agriculture. Pour faire les métiers de l'agriculture au Cameroun, vous pouvez les faire quel que soit votre niveau. Que vous ayez moins du CP, que vous ayez le CP, que vous ayez le BEPC, le bac, ainsi de suite, ainsi de suite. Cette carte des métiers de l'agriculture existe. Il y a les ECA, il y a les EPA, ainsi qu'on les appelle en termes de sigles, qui existent sur tout le territoire du Cameroun. Je prends bien qu'il est nécessaire de pouvoir intensifier la communication dessus. Je vous fais remarquer que ça fait 9 mois que je suis au Minader. Donc il va falloir effectivement sur cette question. Moins d'un an. On fera votre bilan dans un an. Merci. Il va falloir que les Camerounais puissent avoir l'information sur ces métiers d'avenir. C'est noté. C'est noté. Et cela sera fait. Monsieur Bimaï, sur la même question. Oui, non, je voulais seulement dire, Carole, que je crois le chef d'État lui-même, il a fait convoquer la grande conférence internationale à Yaoundé. Investir au Cameroun. Investir au Cameroun, terre d'accueil. Qui a débouché sur quoi? Et il y a eu des instructions fermes des chefs de gouvernement là, pour la professionnalisation de l'enseignement au Cameroun. Je crois que nous sommes dans cette dynamique et le ministre de l'enseignement secondaire, il est en train de faire du bon travail. Ce que je dis, vous savez, un pays, c'est là où je ne comprends pas. Bon, ok, ça je peux comprendre, c'est pour ça que notre opposition quand même, nous sommes un peu inquiets parce que nous avons besoin d'une opposition forte. Mais malheureusement... Et sérieuse. Parce qu'une opposition qui propose des choses. Hein, tout ce qu'on entend là-bas... On en vient aux recommandations. Vous êtes seul dans la vacuité intellectuelle. Bon, Monsieur Bimaï, je vous en prie. Monsieur Bimaï. Non, je ne vous donne pas la parole. Jean-Robert Wafo. Où est passé le Je ne vous donne pas la parole, Jean-Robert Wafo, tout de suite. Le siège de droit de Dieu n'existe que sur le papier. Donc, je voulais leur dire que le gouvernement y a... Le vous avez attendu... Le gouvernement y a trois... Vous avez attendu le plateau de Canal Presse pour dire Madame Milon, Vous vous calmez. Commencez par vous calmer. Je voulais terminer. L'école n'a pas encore commencé là-bas. Oh là là. Commencez par arrêter. Monsieur le maire, L'école publique du Camp Béton a donné 2 bâtiments vétustes. Qu'est-ce que la mairie fait pour faire démarrer cette école? Alors, Au nom de la décentralisation. Disons un mot des télécoms, justement. Le secteur des télécoms porté par une dame, et on va profiter pour dire un mot de la dizaine de dames à la tête des ministères. Qui soit capable de faciliter et de promouvoir l'économie numérique. Alors, je vais d'abord vous dire que, au nom de l'État du Cameroun, comme son bras séculaire, la Cameroun Telecommunications a
eu la responsabilité de mettre sur pied une infrastructure qui sied à ce genre d'action. C'est-à-dire, il faut bien, nous parlons là du réseau national de fibre optique, qui parcourt sur 11 000 km un ensemble de parties, une grande partie de notre territoire. Et dès cet instant, le développement de l'économie numérique est facilité par l'autre volet de l'action que l'État a pu mener par Camtel, c'est-à-dire mettre sur pied un réseau national large bande, de manière à ce que des services innovants puissent être développés et permettre aux startups et permettre à toutes les initiatives de pouvoir se greffer sur cette infrastructure et développer donc cette économie numérique. Et cela se passe d'autant plus bien que aujourd'hui nous sommes à 8 000 km pour atteindre l'objectif 20 000 km fixé pour l'horizon 2020 et nous assurer donc que toutes les parties... Ça fait combien de kilomètres par an? Non, disons qu'il ne reste qu'un projet qui est en cours de négociation pour boucler les 20 000 km. On a déjà la chance qu'avec Eneo, l'État du Cameroun vient de récupérer les 3 000 km que AES avait construit à l'époque pour pouvoir permettre que l'infrastructure de télécommunications soit encore plus densifiée. J'achève, s'il vous plaît, j'achève en disant que au niveau de ce qui concerne donc le déploiement de la stratégie globale de l'économie numérique, il y a bien, Madame le ministre des Postes, qui s'assure que tous les acteurs sont logés à la même enseigne. Parce que c'est surtout ça le problème. C'est-à-dire qu'il n'y ait pas comme deux poids, deux mesures à l'action dynamique de toutes les parties prenantes pour amener l'économie numérique à servir. Le seul exemple qu'il faut comprendre, c'est que cette année, Camtel a remis à l'État du Cameroun un instrument de développement de l'économie numérique, ça s'appelle le portail agro-pastoral du Cameroun, Camagro, qui va résoudre les difficultés que Alain Massoka évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire les difficultés liées aux canaux de communication qui permettent, je chute s'il vous plaît, qui permettent que ce qui est produit à Melundu puisse être vendu par le mécanisme de l'économie numérique. On en a longuement parlé sur cette antenne de Canal 2 avec votre portail qu'on a présenté. Je vous permets de réagir sur cette question et puis on va prendre la dernière articulation. Encore une fois, juste pour m'étonner, de quelle économie numérique parle-t-on sur ce plateau? C'est-à-dire que... Non, tu es dans ton rôle. C'est-à-dire que l'opérateur historique qui est représenté par Gérard Assezon fait du chantage pratiquement à nos institutions sous le prétexte que c'est des institutions insolvables qui ne payent pas des endroits, des factures de téléphone et d'Internet. Et puis on vient quand même dérouler, n'est-ce pas, toute une littérature autour de l'économie. Non, il appelle ça faire du chantage. Moi, je vais dire quoi? Je voudrais bien dire que, du moins... Non, je ne vais pas... Vous allez me donner la parole. Je ne vais pas laisser... S'il vous plaît. Je suis désolé. C'est encore moi qui dirige ce plateau, monsieur. Je suis désolé. Vous êtes dans votre rôle là-bas. Permettez-moi de vous allez dans le vôtre. Je fais ma lecture. Je vous en prie, allez-y. Alain Djibou. Suspendre la connexion Internet à l'Assemblée nationale, ce n'est pas vraiment bien. Il faut le noter. C'est pas bien. OK. Et pour sortir... Donc, moi, je voudrais dire que... Sortez rapidement que je vous recadre. Merci. Vous allez recadrer la Camtel, pas nous autres. On y va, je vous en prie. Donc, moi, je voudrais dire qu'il faut qu'on soit réaliste. Du moins, on a des problèmes d'accès à la connexion Internet. C'est ça qu'il faut résoudre. Il n'y a pas de problème. Je suis désolé. Je suis désolé. Il n'y en a pas, monsieur. Pour accéder à l'Internet, il y a un coût. Il y a un coût. Pour accéder à l'Internet, il y a un coût. Je vais peut-être vous faire aussi du chantage tout à l'heure et je ne vais pas vous donner la parole. C'est prohibitif. C'est pour cela que vous cumulez des ardoises. Quand vous demandez à toutes les institutions publiques qui consomment un téléphone et Internet de payer. C'est compris. On vous a compris. Merci. La connexion Internet a un coût. Monsieur Djibou, on vous a compris. Vous ne fournissez pas l'accès. Alors, monsieur Assouzo, vous répondez rapidement. On va passer à autre chose. Je réponds rapidement pour éclairer à la fois Alain et ceux qui ne pouvaient pas en une minute imaginer. par contre, parce qu'il faut qu'on avance. Je vais aller rapidement. Oui. Le catalogue d'interconnexion qui est validé par l'Agence de régulation des télécommunications chaque année pour tous les opérateurs contient l'ensemble des tarifs qui doivent être mis en œuvre. Et c'est ce que nous faisons. Et nous sommes d'ailleurs le seul catalogue
qui est régulièrement validé sans être renvoyé à l'avance. Il devait payer ou ne devait pas payer, finalement? Dès que j'ai dit ça, non, je voulais d'abord recadrer. Parce Il qu'on y a des consommations qui doivent être payées. Voilà, pas c'est été ça. payée. On est d'accord, ça a un coût. La deuxième chose, non, c'était pour les tarifs. Non, non, Vous avez ça a un compris. coût. La deuxième chose, donc, c'est que, On est d'accord en réalité, le service de télécommunications au Cameroun est l'un des meilleurs de l'Afrique. Ah ouais. Parce que nous détenons en réalité les capacités qui permettent d'offrir à des tarifs très bas. Il n'y a pas en Afrique centrale ou en Afrique de l'Ouest une seule compagnie qui donne 3 mégas à 15 000. 3 mégas. Si vous ne savez pas de quoi vous parlez, il faut attendre. Et cette coupure... Alors, ce que je voudrais... Et maintenant, je vais vers la Vraiment coupure, pour comme vous voulez terminer. qu'on y aille. Oui. Je vais vers la coupure. L'État est un agent économique, oui ou non, monsieur Ndjipo? C'est bien cela. Deuxième chose, est-ce que lorsqu'une entreprise commerciale fonctionne avec les éléments qui s'imposent à sa survie, c'est-à-dire le fonctionnement, c'est-à-dire les engagements à payer à l'international, c'est-à-dire les correspondants internationaux à payer. Savez-vous que quand elle paye Intelsat, quand elle paye Tata Communication pour l'Internet, savez-vous que quand Il y a elle des paye charges. AT&T, Ça s'appelle des charges. C'est pas payé. c'est seulement les charges comme vous croyez. Mais je voudrais vous donner une incidence grave. Imaginez que Tata coupe l'Internet et que Intelsat coupe les télécommunications au niveau international pendant la CAN. Quelle est l'image que le Cameroun aurait? Donc il vaut mieux régler tout ça maintenant. Il vaut mieux que ça se règle en interne Merci. pour que nous reflétions Merci une beaucoup. image sérieuse. Alors, maintenant que quelqu'un dise que c'est cher, et c'est ceci et c'est cela, je dis, ça regarde les débats de la rue. S'il vous plaît, non, juste une seconde. pas du tout. Monsieur Wafo, non, je ne vous donne pas la seconde, je vous en prie. Je ne vous donne pas la seconde, je ne vous donne pas la seconde. Je voudrais qu'on évolue dans ce débat pour prendre la dernière articulation s'agissant de la diplomatie du Cameroun, que nous allons également passer au crible. Je commence par vous, Jacques Bimaï. Paul Biya a finalement félicité Ali Bongo en début de semaine et le processus électoral au Gabon a été vraiment suivi du côté de Cameroun. Est-ce qu'il y a des leçons à tirer de ce processus finalement pour nous? Oui, il y a des leçons à tirer. Hein. D'abord, je tiens à féliciter le président Bongo. À votre tour. Vraiment à mon tour. Surtout le discours qu'il a tenu. On n'entend pas seulement ça, d'un vainqueur. Il a reconnu qu'il sait qu'il n'a pas été élu par une bonne partie des Gabonais et qu'il est prêt à dialoguer avec l'opposition. Je souhaiterais que pour l'intérêt du Gabon, l'opposition accepte cette main tendue. Parce que ça va permettre au Gabon de régler beaucoup de choses. Il a parlé des institutions efficaces, comme aux Nations Unies, on parle des institutions efficaces. Ça fait partie des objectifs de développement durable. L'a également dit. Bon, voilà. Donc, tout ce que je peux dire, pour terminer, en politique, surtout nous, au niveau des pays africains, Gorbatchev avait dit qui ne prend pas le temps en considération sera puni par le temps. Je pense que ce qui se passe au Gabon, c'est un message pour toute l'Afrique. Nous avons aujourd'hui une jeune génération. Nous devons anticiper pour avoir des institutions efficaces pour éviter ce qui s'est passé là-bas. Parce qu'après tout, nous faisons de la politique pour le développement de nos pays. Et c'est pour ça que je pense que le cas du Gabon, je dirais même ce qui se passe en RDC, ce sont des cas aujourd'hui qui doivent nous amener aussi à réfléchir, même au niveau de notre pays, pour l'intérêt général. Jean-Robert Wafo, est-ce que nous avons des institutions efficaces au Cameroun, puisque nous venons de passer au crible l'action du gouvernement? Vous connaissez la réponse. Merci, vous voulez dire? Je ne savais pas qu'il y avait 3 militants. Il y avait 3 militants. Ne m'attribuez pas de cascade, monsieur. Je suis libre de mes Dès que vous montrerez la carte, je vous le concéderai. Mais maintenant, je préfère que vous répondiez à la question. Ce qui s'est passé au Gabon est vraiment déplorable pour la démocratie. Il faudrait que les dirigeants africains apprennent une chose, c'est quoi? C'est qu'il faut à chaque élection respecter la volonté populaire. Maintenant, les enseignements pour le Cameroun. J'observe qu'au Gabon, tout au moins, il y a la Sénap, qui est composée de plusieurs membres des partis politiques, alors qu'ici, nous avons Hélé Campier, Nescroissance, n'est-ce pas, du parti État. J'observe qu'au Gabon, j'observe qu'au Gabon, il y a la Cour constitutionnelle,
Alors qu'ici au Cameroun... Une étude comparative des régimes gabonais et camerounais. Vous permettrez qu'il termine. Non, mais il ne pourra pas me déstabiliser, il le sait très bien. Parce que c'est ce que vous Alors qu'au Cameroun, j'ai bien compris maintenant votre... alors qu'au Cameroun, nous avons un conseil constitutionnel qui est inscrit dans la Constitution de 96 et qui, 20 ans après, n'est toujours pas mis sur pied. Parce que je profite pour dire une chose. Parlant du conseil constitutionnel, et ça je le dis froidement et gravement, il peut arriver, Madame Carole Dimelon, qu'un matin, on n'entende plus parler de chef de l'État. Parce que le chef de l'État, c'est un humain. C'est un humain. On ne souhaite pas la mort même de son pire adversaire. Il peut arriver un matin, on n'entend plus parler du chef de l'État. C'est compris. Ça, c'est noté. Qu'est-ce qui va se passer au Cameroun? Il y aura un chaos. Vous avez compris? Il y aura un chaos total. Parce que l'institution qui doit constater la vacance du pouvoir n'existe pas. C'est le Conseil constitutionnel. Où est passé le Conseil constitutionnel dans ce pays? Les gens veulent-ils qu'il y ait le chaos dans ce pays? Mais Madame Dimelon, ce qui va se passer, si jamais on n'entend plus parler le chef de l'État, c'est compris, vous l'avez déjà dit, ce sera pire, c'est 100 fois pire que Boko Haram. Monsieur Amasoka, sur cette même question. Vous nous annoncez l'apocalypse? Non, mais puisque ça n'existe pas, qui va constater la vacance? Les élections camerounaises sont réglées dans ce type de dispositif ou pas? Écoutez, c'est plus un problème de management, hein, vous savez. Il faut regarder davantage les contenus, les faisabilités, les pratiques et surtout examiner parfaitement les mentalités. Moi, j'entends dire que l'absence de cette institution, effectivement, qui est très importante, poserait un problème de chaos. Non, attendez, ils sont très sérieux. À moins que les gens ont des agendas cachés pour ce pays. C'est votre cinquième colonne qui a des agendas cachés. Je préviens que je ne serai pas déstabilisé. Certainement pas par vous. Je vous ai dit qu'on n'a pas le monopole de l'invective. On a 10 minutes et il faut qu'on termine dans le temps. Non, ce que j'ai envie de dire simplement, c'est qu'il faut, à mon avis, mettre en place des institutions à travers un processus de maturation politique. C'est très important. Pourquoi? Parce que, et vous voyez bien d'ailleurs, que quel que soit, vous parlez du Gabon, qui a effectivement un certain nombre d'institutions, mais on a eu une élection. C'est quoi le résultat de course? C'est qu'il y a une contestation. C'est qu'il y a eu... C'est un problème d'hommes et non pas forcément Absolument, c'est un problème de... C'est un problème de gaz d'hommes. Au moins le passage par le conseil constitutionnel a pu calmer les C'est pour ça que je parle de maturation politique. C'est noté. Monsieur Assouza. Oui, moi je ne vais pas me livrer comme M. Wafo à une étude comparative entre deux régimes, camerounais et gabonais. Pour la première fois, il y a quand même quelqu'un qui estime que le Gabon est mieux que le Cameroun. Je ne sais à quel domaine. Mais ce que je voudrais ajouter par rapport à ce qu'Alain Amasoka a dit, c'est que, en fait, d'institutions, les institutions ne peuvent pas valoir les hommes. C'est les hommes qui font des institutions ce qu'elles sont. Alors, à partir de cet instant, il n'est pas question d'aller s'accrocher dans une pseudo-institution pour dire que si elle n'existait pas, alors l'apocalypse est vite venue. Je voudrais rassurer M. Wafo que le rythme avec lequel les institutions avancent, j'ai entendu une critique du SDF dire que à quoi nous sert le Sénat. Je suis surpris qu'il revendique le Conseil constitutionnel aujourd'hui. Parce que ce qui est prévu, c'est vous qui devez choisir ce qui doit être implémenté et ce qui ne doit pas. Exactement. Non, M. Wafo. Il faudrait que nous allions, s'il vous plaît. Il faudrait que nous allions. J'exhorte le président de la République. Allez-y. Oui. C'est une menace, là. Non, j'exhorte le président de la République. Je dis, c'est une exhortation. Le pouvoir... Je vous donnerai la parole tout à l'heure. Un pouvoir régalien ne s'émeut pas des émotions d'un parti politique. Merci. Il faut qu'on soit sérieux. Merci, monsieur Assouza. Allez-y pour sur la même question parce qu'on va terminer avec Je voudrais quand même qu'on soit sérieux. Si nous avons mis en place une loi fondamentale, c'est pour qu'elle soit appliquée. La loi fondamentale du Cameroun dispose qu'il y ait un conseil constitutionnel. Pourquoi M. Paul Biya ne nomme pas les membres de ce conseil? Voilà le problème. Maintenant, les questions d'hommes, de système, de machin, c'est pas ça le plus important. Ça ne fonctionne pas. Vous avez un conseil constitutionnel au Cameroun. Mais est-ce qu'il n'y a pas une entité qui agit en son nom? Quelle entité? Je suis désolé.
Je suis Qui désolé. va constater la vacance? Pourquoi vous ne voyez que la vacance? Je suis d'accord avec vous. Pourquoi vous ne voyez pas la vacance? Comment il y aura la vacance? Le Monsieur président de la Wafo, République vous avez est été élu. élu, non? Monsieur Wafo, le Vous avez été élu, monsieur Wafo. Monsieur, on s'entend. Vous avez été élu, non, monsieur Vous Wafo. n'avez pas Mais son attendez, destin. On Vous n'avez ne pas s'entend son plus. Comment il y aura la vacance? Comment on ne s'entend Il n'y avait plus? pas son Je vais destin. permettre qu'on sorte. Monsieur Wafo, vous avez été élu. Non, non, S'il n'y a non, pas c'est moi qui ai la parole. Puisque finalement, J'ai on dit s'entend la vacance plus. qui aura C'est pas la peine de garder Parce que le le président de la son. République tout puissant Monsieur, qu'il s'il est, vous Nous plaît. n'en sommes Monsieur pas. Wafo. Nous ne sommes pas Monsieur là. Wafo, Nous monsieur sommes à Souzo, l'exercice du permettez pouvoir. s'il vous plaît, soyez Voilà. des gentlemen, prenez la parole l'un après l'autre parce qu'on ne vous entend Je voulais plus. citer Et Ce n'est pas puisqu'on ne aisé vous avec entend les gens plus, qui veulent avoir de et même l'objectif. quand je parle, monsieur Je vous laisse- Wafo, non, permettez-moi on a de été terminer. patient. S'il vous On a plaît, assez calmez-vous, patient, on a bien calmez-vous. sorti de nos Je bancs. vous en prie, ce n'est pas monsieur Wafo qui va vous faire Vous sortir avez de beau votre sortir, calme. mais vous n'allez pas Alors, me maintenant, déstabiliser. Non, il ne s'agit pas de ça. Vous non plus. Mais c'est vrai que c'est que vous Je Vous non permets plus, que vous monsieur non plus. Dipou- Vous non plus. Je permets Voilà. que monsieur Dipou termine Laissez- en ok. 20 secondes, mais vraiment 20 secondes. Et monsieur Bima, il va prendre la Je parole. voudrais dire qu'il y a un certain nombre de dispositions prévues par la Mais Constitution. vous avez déjà dit Cameroun. ça. Allez-y en autre chose. On a le Conseil constitutionnel, on a la Haute Cour de justice, on a même l'article 66 qui prévoit la déclaration des biens, qui Qui ne sont pas tarde mis en à être œuvre. implémenté. D'accord, Et c'est donc, compris. je dis que M. Paul Biya cesse de violer la loi. C'est noté. Monsieur Bima. Ouais, Carole, moi, je parle, tu nous as demandé des leçons à tirer. Moi, je suis Camerounais et je parle en tant qu'homme politique. Mais l'une des leçons, Voilà. c'est ce qu'il faudrait mettre en non. place quand même cette Oui, Cour et moi, constitutionnelle. je ne C'est veux pas noté. voir comment Et l'opposition est en train de dire. Moi, ce que je souhaite aujourd'hui, on ne doit pas faire des institutions par rapport à Paul Biya. C'est toujours le Cameroun, Par Biya, rapport Paul aux Biya. Non. individus. Bon, voilà. Moi, je pense qu'aujourd'hui, nous avons un pays. Moi, ça, c'est ma position. Hein. D'accord. Je parle maintenant pas en tant que... C'est pas la position du RDPC. Ça, c'est la position d'un Camerounais qui... C'est bien compris. Allez-y. Bon, voilà. Moi, je dis aujourd'hui... On constate aujourd'hui que le continent africain avance. Un pays comme le Cameroun fait des grandes réformes, c'est très bien, mais il faut aller trop vite. Dans tous les domaines même, nous avons besoin de plus d'institutions, je dis aujourd'hui efficaces, fortes, pour l'avenir de notre pays. C'est noté. J'ai seulement dit qu'il faudrait anticiper, parce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas que la société civile soit en avance par rapport aux politiques. C'est noté. Alors, justement, on a terminé avec cette édition puisque nous sommes arrivés à 13h25. C'était le temps qui nous est imparti pour cette émission. Vous voyez que brailler sur le plateau ne nous sert pas parce que finalement, on ne prend pas la parole. Même pour conclure, s'il y avait en une seconde des recommandations à faire, mais vraiment une seconde, pour ce ministre, alors, l'opposition devrait aussi contribuer, n'est-ce pas, à aider le gouvernement à mettre en œuvre ces réformes. Déjà, il faut que le gouvernement respecte ses propres lois. C'est-à-dire que l'article 13 de la loi... On parle là du gouvernement du Cameroun maintenant par rapport au ministre que nous venons d'observer, je vous en prie. Non, mais moi, je n'attends rien du tout de... Vous attendez quoi? De ce gouvernement. Mais vous devez... Votre rôle de l'opposition, c'est quoi? C'est un gouvernement qui est... C'est un gouvernement dont les méthodes sont connues. Déjà, même au niveau de la gestion du personnel, tout le monde sait ce qui se passe. C'est compris, c'est noté. Alain Masoka, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait corriger à terme? Oui, à terme, je crois qu'il faut davantage responsabiliser la classe dirigeante. Il faut l'arrimer aux méthodes de gestion modernes. Et il faut surtout privilégier l'intérêt général. Il faut avoir un accent sur l'avenir à travers la jeunesse. Alain Djipo. Il nous faut un président le plus présent et dynamique. Gérard Assouzo. Oui, je pense qu'il reste simplement au gouvernement de poursuivre dans sa lancée pour s'assurer que l'ensemble de ces projets sont effectivement mis en œuvre et que la population en est la principale bénéficiaire. Jacques Bimaï. Ouais, le gouvernement, sans les Camerounais, ne peut pas arriver à assumer ses missions. Nous devons être solidaires au gouvernement de la République pour que le Cameroun puisse atteindre le point culminant qui est son émergence. Et les rendez-vous de Canal 2 International, rapidement. Grand stade, c'est ce soir du côté de Yaoundé, mais il y aura surtout l'arène après le journal de 20h. Un ancien ministre de l'Éducation nationale est en posture de gladiateur. Il s'agit de Charles Etoundi qui reviendra donc sur la question du livre scolaire, mais surtout la polémique autour du patriarcat Mvokada. Il s'exprimera sur d'autres questions politiques. Tout juste après, c'est l'équipe, la grande équipe de Jumbo, c'est The Place to Be sur Canal 2 International. Je vous souhaite bon dimanche et à très bientôt sur nos antennes.